Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Monsieur le Délégué Général, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, nous poursuivons donc à présent nos travaux par une table ronde des représentants des syndics et gestionnaires de copropriété. L'Association nationale des gestionnaires de copropriété, qui porte les intérêts des gestionnaires, des comptables et des assistants de copropriété, est représentée par son président, Monsieur Gilles Frémont. La Fédération nationale de l'immobilier FNAIM est représentée par son président, M. Loïc Quentin. Nous recevons également M. Alain Dufou, qui préside le syndicat national des professionnels immobiliers, qui représente entre autres les syndics de copropriété. Nous accueillons également l'association Pluriance, qui regroupe des professionnels de l'immobilier au service des copropriétaires et des locataires et qui est représentée par son délégué général, M. Pierre Autus. Madame Danielle Dubrac est également présente en sa qualité de présidente de l'Union des syndicats de l'immobilier. Enfin, l'association Cali SR est représentée par son président, M. Olivier Safar. Pour rappel, l'association Cali SR a contribué à l'élaboration d'une certification de syndic de redressement de copropriété en fragilité ou en difficulté et a désormais pour mission d'assurer un suivi du référentiel, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessitées par des difficultés de mise en œuvre, ainsi que de participer aux travaux relatifs à la gestion et au redressement de copropriétés en difficulté. Madame, Messieurs, en tant que représentants de syndics et de propriétaires, vous contribuez à porter des acteurs de terrain. Vous êtes ainsi en mesure de témoigner du rôle et des difficultés des syndics au sein des copropriétés en voie de paupérisation ou dégradée. Nous avions à cœur de vous recevoir dès le début des travaux de notre commission afin de mieux comprendre le rôle des syndics de copropriété dans la prévention et l'identification des facteurs qui conduisent à la dégradation des copropriétés. Ces facteurs, nous le savons, peuvent varier selon que la copropriété soit de taille restreinte ou plus importante, ainsi qu'en fonction de sa localisation en zone urbaine ou dans des bourgs. De même, nous souhaitons vous entendre sur les difficultés que rencontrent les syndics de copropriété dégradées au cœur de la crise. Quels sont les outils dont vous disposez afin d'intervenir le plus en amont possible et éviter les situations les plus critiques ? Quel regard portez-vous sur l'efficacité des dispositifs publics qui peuvent vous accompagner ? Par ailleurs, quelques jours après la commission mixte paritaire relative au projet de loi sur l'habitat dégradé, pourriez-vous nous indiquer ce qui, selon vous, reste à inventer afin de simplifier les missions des syndics et renforcer leurs outils, notamment dans la lutte contre l'accumulation d'impayés et de dettes et le recouvrement des charges, l'identification d'éventuels marchands de sommeil ou plus généralement le processus de dégradation des copropriétés. Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions et pour un propos introductif d'environ 5 minutes chacun, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet et les réseaux sociaux du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Madame Dubrac, je vous propose de commencer. Bien, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs, merci de cette invitation. Sur la paupérisation des copropriétés face à un constat négatif, nous allons tenter, et nous en sommes certains, d'avoir une vision positive et optimiste sur le sujet. Sur le constat, d'après la feuille de route de cette commission, nous notons notamment ceci, et je cite, « Sur environ 750 000 copropriétés en France, l'ANA estime que 115 000 seraient en difficulté.
d'une part. D'autre part, que ces propriétaires n'ont ni les moyens de faire les travaux, ni les moyens de partir et demeurent propriétaires d'un mal logement avec de graves conséquences sanitaires et sociales. L'étude d'impact sur le projet de loi Habitat dégradé, nous avons participé à ce projet, ne dit pas autre chose lorsqu'elle indique, cette étude, que 15% des copropriétés sont considérées comme fragiles. Nous ajoutons que là où la gravité de la situation était concentrée en Île-de-France et en PACA, 17 sites ont été répertoriés sur le territoire hexagonal. Rajoutons une dimension économique en évoquant certaines origines ou phénomènes. Premièrement, le parc locatif privé est considéré comme un parc social de fait. C'est vrai, quand les locataires ne peuvent pas avoir des logements dans le secteur libre, dans le secteur social, ils deviennent copropriétaires de certaines copropriétés. 70% des locataires privés sont éligibles au parc social. La paupérisation est donc un phénomène plus global que celui des copropriétés. Les impayés, nous pensons aux impayés locatifs, aux impayés de charges de copropriété, sont dramatiques dans leur ampleur dès lors qu'il n'existe pas de principe de solidarité entre copropriétaires pour le paiement des charges. Et ce principe ne peut pas exister. Autre point, la prise de décision dans les copropriétés étant soumise au principe majoritaire, la paupérisation de certaines copropriétés et de certains copropriétaires s'en ressent sur le fait effectivement de ne pas voter au bon moment, de ne pas prendre au bon moment la bonne décision ou de voter ou non une dépense, telle et telle dépense. Ça peut être de la conservation, ça peut être de la maintenance et ça peut être aussi des bonnes décisions de travaux qui ne sont pas prises. J'en profite pour indiquer une tendance néfaste pour l'entretien du parc immobilier globalement, à savoir une baisse des recettes locatives à cause des blocages, à cause des encadrements et des plafonnements de loyers d'une part, les hausses de charges qui sont dues à différents phénomènes, que ce soit la maintenance des équipements, que ce soit aussi l'inflation. Évidemment, on peut ne pas citer l'énergie, la taxe foncière, l'énergie, d'autre part. Et sur ce point financier et fiscal, nous ne pouvons que déplorer la fin des crédits d'impôt, le remplacement par MaPrimeRénov', ce qui est déjà bien, mais il faut s'interroger sur un amortissement des travaux et charges de copropriété et un allègement de TVA. Enfin, les mécanismes légaux de recouvrement des charges de copropriété trouvent leurs limites dans les copropriétés dégradées. Le superprivilège du syndicat est efficace à condition que le lot puisse être vendu. Or, dans ces copropriétés, il n'y a pas forcément de vente possible. Il en va de même sur la procédure accélérée de l'article 19.2. Si le copropriétaire n'est pas solvable, le mécanisme est vain. Pour autant, nous avons une vision positive au sujet des copropriétés, à condition de nous placer en amont, et d'autres interlocuteurs en parleront, en amont sur la préalerte, agir et pour éviter de tomber dans la fragilité. En coaction, il faut que le syndic soit associé aux actions de la collectivité, pris dans son ensemble. On peut penser aux EPCI, on peut penser aux communes, on peut penser aux intercommunalités. En coopération, il faut que les petites copropriétés, souvent non gérées ou souvent gérées par des copropriétaires bénévoles, puissent être appuyées par des compétences professionnelles. Nous sommes donc volontaires, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, pour mettre en place un partenariat avec les collectivités locales. On parle de cercle de confiance, ça peut être les collectivités locales, le syndic ou le représentant des syndics professionnels et le préfet. Les syndics, par les portefeuilles qu'ils gèrent, sont des gestionnaires de collectivités. Nous gérons des communautés, nous gérons, au-delà du prérequis, nous gérons des personnes et nous devons aller assez vite. Car nous constatons quoi ? Trop souvent, les syndics sont informés les derniers par les collectivités. Nous proposons qu'ils soient intégrés dans des réflexions et des planifications très en amont. Exemple, quand il y a un immeuble qui doit se construire à un endroit, pourquoi ne pas concerter des professionnels d'immobilier pour savoir si c'est maintenançable, pour savoir si c'est livrable, si ça va pouvoir être géré, si ce n'est pas trop compliqué par la constitution de règlements de copropriété qui sont incomplets, etc. Donc, on propose d'être intégrés dans ces réflexions et dans les planifications très en amont. Les mairies communiquent bien avec les opérateurs, avec les copropriétaires, mais très insuffisamment avec les gestionnaires que sont les syndics ou avec les professionnels représentatifs des syndics.
J'ai bientôt fini. Sur quoi nous fondons, nous, pour recommander et revendiquer surtout ce rôle en amont? Eh bien, tout simplement parce que les syndics sont les courroies de transmission des politiques publiques. Et ce n'est pas facile. On nous demande de le faire et nous le faisons. Prenons exemple sur la sobriété énergétique, sur la rénovation, sur le bouclier tarifaire, sur le confinement, sur la sécurité avec les gestions des systèmes vigiques. Nous sommes présents. Les syndics contribuent aux data de l'État en alimentant le registre des matriculations centralisé avec l'ANA. Nous contribuons aussi à l'Observatoire des impayés installé par le gouvernement. Nous avons régulièrement des informations à donner sur ce sujet. Nous sommes sollicités en tant que syndic dans l'usage des lots et des immeubles au regard notamment de la réglementation touristique de type Airbnb. Les syndics devront gérer aussi, et tant mieux, les emprunts collectifs votés récemment grâce au projet de loi Habitat dégradé. Alors j'arrive à ma conclusion et aux propositions de l'UNIS pour ouvrir le débat. Eh bien, nous proposons ce que nous avons appelé avec l'ISR le POPAC amélioré, en intégrant rapidement les syndics locaux. Quand il y a une difficulté, quand il y a des prémices de quelque chose, pourquoi ne pas être dans cette organisation? Nous demandons que les aides prévues soient versées en amont des opérations et non après, comme aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs faut-il maîtriser le dispositif d'aide très en local plutôt que d'avoir des délégations. Nous proposons aussi de créer des cellules maisons de l'habitat, on l'a appelé un peu comme ça, avec les communes. Souvent, il y a des cellules qui permettent aux habitants, aux futurs copropriétaires, aux copropriétaires d'être renseignés sur les aides. Eh bien, pourquoi ne pas associer dans ces maisons de l'habitat ou ces cellules maisons de l'habitat avec les communes, les syndics, pour qu'ils soient associés à la gestion courante de la ville ou de l'EPCI. Enfin, nous proposons la mise en place d'administrateurs de biens privés dans un intérêt public. C'est la notion aussi qui a été rajoutée dans le cadre du projet de loi de syndic d'intérêt collectif. D'ailleurs, l'expérience de CalISR sur ce point est très précieuse. Tenons des conférences locales avec les collectivités, avec les préfets et les syndics, c'est-à-dire avec tous ceux qui interviennent dans l'acte de gérer, dans l'acte de rénover, dans l'acte de produire et bien sûr dans l'acte de redresser, avec des observatoires très proches du terrain. Nous avons la chance d'avoir le registre, autant faire des extractions de données locales, et avec un référent copro, ça coûte pas cher, Madame la rapporteure et Madame la Présidente, d'avoir un référent copro dans les EPCI ou dans les communes, en fonction de la taille de la commune, qui soit un interlocuteur direct sur lequel on peut évidemment interpeller ou être interpellé, et au-delà de ça, en cas de crise, une cellule qui pourrait constituer un premier démarrage à une cellule de crise. Nous sommes beaucoup pour la prévention, bien évidemment. D'ailleurs, pour rien vous cacher, notre syndicat a organisé des universités de la copropriété. Nous sommes là pour mieux entendre, et mieux s'entendre et mieux faire comprendre la réglementation pour que la décision soit prise au bon moment. C'est à peu près ça que je voulais vous dire en propos préliminaires, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Frémont, on balaye dans ce sens-là, c'est comme vous le souhaitez, ou dans l'autre sens. Je vous en prie. Merci beaucoup. Pardon, merci. Paupérisation des copropriétés, d'abord dans une première partie quelques constats et quelques diagnostics qu'on peut observer sur le terrain. Je suis moi-même gestionnaire de copropriété. On a, comme tout le monde le sait, un patrimoine vieillissant. 2/3 des copropriétés en France sont antérieures à 1970 et dont la moitié antérieure à 1914. Les bailleurs sociaux ont déjà engagé un processus de rénovation globale lourd, il y a plus d'une dizaine d'années, 15 ans, mais elles ont d'autres moyens financiers et elles sont seules décisionnaires. Quand on est bailleur, on est monopropriétaire, bailleur social. Deuxième constat, le renchérissement des travaux, Madame Dubrac en a parlé, le renchérissement des charges et des travaux de copropriété qui sont dus à plusieurs choses, l'augmentation du coût des matières premières, qui renchérit le coût des travaux, l'augmentation du coût de la main-d'œuvre, on parle des charges sociales, etc. L'augmentation de la TVA, il y a 20 ans, elle était à 5,5% sur les travaux, elle est passée à 7, puis à 10. Troisième constat, une
prévoyance et une épargne insuffisante dans les copropriétés. C'est la fameuse fable de la cigale et la fourmi. On parle du fonds travaux. Le fonds travaux aujourd'hui est de 5% du montant du budget prévisionnel. C'est un montant minimum, mais il est rarement voté en Assemblée générale à un montant supérieur. 5%, c'est assez faible, donc un manque de prévoyance, mais l'épargne collective est-elle dans la culture de la copropriété en France ? Pas trop encore. Autre constat, des montages juridiques parfois complexes sur les ensembles avec des différentes strates d'ASL, d'AFUL, de syndicats secondaires, complexité juridique, donc forcément complexité de fonctionnement, de blocage. D'ailleurs, je vous invite à parcourir une excellente thèse qui avait été faite sur ce sujet par Madame Gacker. Pas Gacker, ça c'est où peut-être. Sur les grands ensembles comme Grigny 2, etc., etc. Cette complexité juridique, on la trouve également dans le montage de certains règlements de copropriété avec des clés de charge démultipliées. Alors on est sur la sophistication. Là, on parle de la responsabilité de promoteurs, de géomètres, mais aussi de clients acheteurs qui souhaitent individualiser au maximum les charges dans une copropriété. Ça crée des complexités juridiques. Et donc de fonctionnement, et donc derrière de contestation de charges et d'impayés, etc. Tout ça est une chaîne. Les petits immeubles, on a les chiffres sur l'ANA, vous pourrez les consulter. Beaucoup de petits immeubles, micro-immeubles sans syndic ou en syndic bénévole. Je ne critique pas les syndics bénévoles, mais forcément, s'ils sont bénévoles, c'est qu'ils ne sont pas qualifiés. Donc, quand on a des dossiers qui commencent à se compliquer, le bénévole n'est pas forcément à la hauteur. Les tâches administratives de plus en plus lourdes pesant sur les syndics professionnels, la complexité des missions, le droit en général, sont devenus un peu trop chers pour les petits immeubles pour qu'ils puissent se payer un syndic professionnel. On reviendra sur la simplification du droit en général. Et puis la paupérisation des propriétaires en général, Daniel Dubrac en a parlé, le pouvoir d'achat immobilier qui baisse, les ressources des bailleurs particuliers notamment qui baissent avec le plafonnement des loyers, le gel des loyers, voire les impayés de loyers tout court et les travaux de rénovation énergétique qui leur est imposé. On parle de quote-part entre 15 000, 20 000 euros, 25 000 euros. Et puis peut-être de la paupérisation de la population en général. Alors quelques pistes et solutions en deuxième partie. Faciliter le recouvrement des charges par le syndic. Ça me semble essentiel. Le recouvrement des charges, l'argent, le nerf de la guerre. Pour faciliter ce recouvrement, peut-être deux propositions. Déroger à l'obligation de conciliation pour le recouvrement des créances inférieures à 5 000 euros, parce que ça ne sert à rien en copropriété. Il n'y a rien à concilier à part un étalement de la dette, mais ça, il suffit de le demander au juge. Ça fait perdre du temps et ça enchérit le coût du recouvrement. Il faudrait pouvoir y déroger, dire que la procédure accélérée au fond est un cas de dérogation de la conciliation, par exemple. Deuxième proposition pour faciliter le recouvrement, pourquoi pas autoriser le syndic, le gestionnaire, à faire un appel de fonds exceptionnel et urgent pour financer une procédure en cours d'année si elle n'a pas été budgétisée, puisque c'est un accident qui intervient, pas forcément prévisible, donc pouvoir financer l'avocat, tout simplement, pour lancer une procédure sans avoir à attendre l'AG, qui interviendra peut-être dans un an. Deuxième proposition, mieux détecter les copropriétés en voie de fragilisation. Donc là, on est vraiment très en amont. Aujourd'hui, la procédure d'alerte du mandataire ad hoc est un peu simpliste. Alors la loi copropriété dégradée est revenue dessus. On avait fait des propositions pour enrichir les critères parce qu'aujourd'hui on est uniquement sur un taux d'impayé. Il faudrait, qui n'est pas forcément significatif, peut-être mettre en place de vrais indicateurs économiques avec des ratios sur la trésorerie, sur les dettes, les créances, l'épargne, tout simplement
analyse dynamique de l'annexe 1 des comptes qui sont présentés et que le syndic pourrait faire. Hein. Cette analyse pourrait être faite par le syndic avec un système de drapeaux à l'arrivée, drapeau rouge, drapeau vert, drapeau orange. Peut-être que seuls les drapeaux rouges seraient enregistrés sur le registre national des copropriétés pour mieux détecter, donc, avec des ratios. Simplifier les montages juridiques, là je reviens sur un des constats, simplifier les montages juridiques et surtout simplifier le droit de la copropriété en général, relancer la codification du droit de la copropriété qui a été abandonnée par la chancellerie alors qu'elle avait été habilitée par ordonnance du Parlement. À l'époque de la loi Elan, la chancellerie avait 24 mois pour faire la codification, elle ne l'a pas faite. Et c'est une déception. Cette simplification permettrait de rendre plus lisible le droit pour les gestionnaires et pour les copropriétaires. Il suffit de voter une nouvelle habilitation. Une prise en compte sérieuse par les banques, peut-être, des provisions de charges des copropriétaires lorsqu'elles leur accordent un prêt. Aujourd'hui, les banques commencent un peu à demander le PPPT, il faudrait que ce soit systématique puisque intégrer les charges de copropriété, notamment les charges travaux, dans un projet de financement immobilier me semble juste primordial. Les banques devraient avoir ce réflexe, si ce n'est cette obligation. Et puis pourquoi pas, sur l'épargne et la prévoyance, il y a débat pour l'augmenter, passer le taux de 5% à 10%, pourquoi pas 15%. Alors après, les discussions sont ouvertes. Certaines copropriétés ne nécessitent absolument pas d'avoir un taux d'épargne élevé, d'autres oui, d'autres doivent vraiment mettre de l'argent de côté, d'autres ne sont pas, sont trop cigales et pas assez fourmis. Donc rehausser le taux de 5% à 10, voire 15, doit être débattu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Cotin. Madame la rapporteure, Madame la présidente, pardon, Madame la rapporteure, merci de nous avoir conviés à cette audition. Alors, le thème paupérisation des copropriétés immobilières. On aurait pu dire paupérisation des copropriétaires et des copropriétés immobilières. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Ce sont les copropriétaires appauvris qui font les copropriétés, notamment appauvries également et en voie de paupérisation. La première des choses, c'est que, je dirais, on sort quand même d'une loi, la loi sur les copropriétés dégradées, où on a déjà évoqué cette question-là. J'étais largement surpris de la convocation et du thème. Je dis encore, hein, on revient sur des thèmes déjà abordés. Et pourquoi? Et l'occasion, à l'Assemblée nationale, le Sénat, de s'accaparer ce thème et finalement d'en faire un vrai développement et un vrai traitement. Vous avez évoqué tout à l'heure, finalement, la loi qui a été adoptée après une commission mixte paritaire, est-ce on est passé à côté de quelque chose? Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète et qui persiste encore, c'est la définition qui va nous permettre de dire qu'est-ce qu'une copropriété paupérisée maintenant. Je relate quand même que dans le recensement de l'ANA, on a les copropriétés fragilisées, les copropriétés en difficulté, les copropriétés dégradées et maintenant les copropriétés paupérisées. On attend une définition et un classement. Et pendant cette enquête, ces auditions, quand on a demandé quel était le critère, on nous a renvoyé au simple critère de la loi Elan sur notamment le pourcentage d'impayés. Toutes les organisations professionnelles se sont élevées, on dit, attendez, mais le pourcentage d'impayés, il est à 15% ou à 25%, n'est pas le reflet réel de la difficulté d'une copropriété, puisque c'est une observation à l'instant T, au moment où on arrête des comptes, mais c'est une photographie qui, 3 ou 4 jours après, peut être modifiée. Et on se contente de cet outil-là pour dire que la copropriété est en difficulté. On a introduit des propositions pour dire que la dette, elle doit effectivement se poursuivre et être pérenne. Et notamment, et persister. La persistance de la dette est importante pour définir si une copropriété est en difficulté. Alors on se base aussi sur un registre. Le registre de la copropriété tenu par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, auquel l'ensemble des professionnels souscrivent et répondent, transmettent leurs comptes, sur lequel on peut asseoir ce critère d'impayé à la date d'arrêté des comptes au 31 décembre ou date d'exercice comptable. Mais en réalité, on se rend compte que
800 000 copropriétés existaient ou étaient recensées avant que ce texte trouve application. On en est toujours à 580 000 copropriétés. Où sont les autres? C'est peut-être chez les autres que se situent notamment les copropriétés paupérisées. Je crois qu'il y a ce devoir d'inventaire qui doit être fait et qui n'est pas assuré. Je crois que ce rôle est important. Nous, professionnels, on assume notre fonction, on assume le rôle, l'application de la loi, rien que la loi, et encore une fois, d'autres s'en disent pas, je ne les vise pas. Certainement des copropriétés bénévoles ou des copropriétés peut-être mal administrées, mais c'est peut-être là aussi qu'il faut regarder. Être un peu plus exigeant sur le renseignement qui doit être donné de façon exhaustive et par tous, toute personne qui prétend à la qualité de syndic, qu'il soit professionnel ou bénévole. Je crois aussi, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de copropriété paupérisée, il y a des copropriétaires qui sont en voie de paupérisation et il y a une grande difficulté, dans les ensembles bien entretenus comme dans les ensembles mal entretenus. Mais il y a plus, la paupérisation existe plus dans les ensembles mal entretenus. Le mauvais entretien du patrimoine immobilier en copropriété résulte de quoi? On a entendu à un moment dire, eh bien oui, mais les copropriétés, les petites copropriétés ne trouvent pas de syndic. Oui, parce que, bien évidemment, elles ne trouvent pas de syndic. Parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir le prix d'un syndic pour rendre la mission qui est la nôtre, parce qu'elles sont petites, parce qu'elles sont maintenues dans un temps sans syndic de copropriété qui n'était pas imposé par la loi, pendant 20 ans, et après on vient nous voir pour administrer un ensemble qui est en très mauvais état, en état de délabrement, auquel nous ne répondons pas. C'est ça aussi la réalité. Alors je crois qu'il y a aussi un devoir d'inventaire de la part des collectivités locales. Marseille, Toulouse, il y a des copropriétés. La fragilisation des ouvrages. Ce devoir d'inventaire ne repose pas non plus sur un texte réglementaire. Ce devoir d'inventaire, il est fait par les collectivités. Par le passé, on avait des stratégies volontaires de rénovation d'îlots, de quartiers entiers, des curetages d'îlots, pour mettre fin à des habitats insalubres. C'était la période d'après-guerre. Et aujourd'hui, il y a encore de l'habitat insalubre. Et je crois qu'il doit y avoir, je pense, comme l'a dit Daniel Dubrac, un partenariat entre les professionnels et les collectivités pour arriver à ce devoir d'inventaire. Nous connaissons le terrain, nous connaissons notre marché, nous connaissons nos immeubles. Nous, en tant que professionnels, on n'est pas là pour avoir une copropriété fragilisée ou en difficulté. Et dans tous les cas, moi je l'avais dit pendant les auditions, s'il y a des syndics qui ne font pas leur travail, mais il faut les mettre en demeure de faire leur boulot. Et ils le feront. Leur responsabilité est engagée. Et s'il y a une impossibilité d'y parvenir, oui, là, il y a effectivement une situation qui est exceptionnelle et qui amène des solutions exceptionnelles. Je crois que des propositions, il y en aurait beaucoup, mais simplement, on a toujours du mal à répondre. D'ailleurs, à répondre à des demandes comme ça quand on ne connaît pas réellement la mesure de ce qu'on a appelé la paupérisation. Hein. Le devoir d'inventaire, il existe. J'aurais aimé effectivement qu'on ait véritablement une étude d'impact. Où sont situées les copropriétés paupérisées? Comment on les qualifie? Qui sont-elles? Et pour véritablement avoir un vrai dossier de travail et remonter sur les histoires de ces copropriétés. Nous, syndics professionnels, nous n'avons pas de copropriété où la paupérisation est grimpante. Nous avons des difficultés de copropriétaires, oui, avec des difficultés de paiement des charges, c'est normal. Il y a une crise de pouvoir d'achat, il y a une crise qui inflate aussi l'ensemble des charges et des postes de charges, qui inquiète beaucoup de propriétaires, mais aussi ce qui impacte aussi nos copropriétaires. Il ne faudrait pas les plonger dans une paupérisation accrue. Ce sont les nouvelles obligations des copropriétaires en matière de rénovation énergétique. Ce sont des chantiers qui sont obligatoires, qu'il va falloir affronter. Et la paupérisation pourrait effectivement revenir à grands pas sur des chantiers d'importance que tous les copropriétaires ne pourront pas supporter. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, merci de nous entendre aujourd'hui sur ce sujet ô combien difficile, et je partage également l'étonnement de Loïc Quentin sur effectivement ce sujet qui nous incombe aujourd'hui, puisque le devoir d'inventaire, tu le rappelles, il est nécessaire. Je vous ferai une petite litanie. Quand on passe en quatrième, c'est toujours difficile de redonner les chiffres qui ont précédemment été donnés et reprendre les propositions ou les constats qui ont été faits.
mais je vais faire cet exercice devant vous et vous rappeler un certain nombre de chiffres. La paupérisation des copropriétés ou la paupérisation des ménages, parce qu'effectivement, le premier entraîne le deuxième, avec au milieu le syndic professionnel. Alors un constat, on va rappeler effectivement la situation existante. On a aujourd'hui 540 000 copropriétés, dont 9 millions de logements, 20% des petites copropriétés de 10 logements, 39-40% de taille moyenne qui comprennent 10 à 50 logements, 41% des copropriétés avec 50% de logements. Donc, des immeubles différents, des secteurs géographiques différents, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, on ne peut pas faire une situation générale. Il va falloir regarder à la loupe un petit peu partout. Et on aura besoin, effectivement, d'une étude importante pour fixer et donner les zones et les caps à retenir. Plusieurs facteurs contribuent à la paupérisation des copropriétés, même si effectivement ce terme est nouveau aujourd'hui. Parmi les causes les plus courantes, on peut citer la vétusté des bâtiments, les difficultés de gestion, l'absence de syndic professionnel, les impayés des copropriétaires, les situations conflictuelles entre propriétaires, voire leur désintérêt, ce qui arrive quand même assez fréquemment, ou encore l'augmentation significative des charges de copropriété liées à la flambée des prix de l'énergie. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de récent qui fait qu'on a une arme supplémentaire contre les copropriétaires en difficulté. Les travaux qui sont réalisés dans les copropriétés sont suivis par les syndics professionnels et c'est une chance. Non, je vous en prie. C'est important que le professionnel soit la cheville ouvrière de l'action des copropriétés sur les travaux, sur la gestion et des besoins de l'immeuble. Le syndic professionnel qui est formé constamment, qui est mis à jour régulièrement sur toutes les obligations et qui est le lien entre les pouvoirs publics et les copropriétaires, bien entendu, très fréquemment pour faire passer les nouvelles réformes. Ce syndic professionnel est un acteur majeur et important de la vie de la copropriété, sans laquelle, effectivement, on se retrouve aujourd'hui avec des immeubles qui subissent la paupérisation, qui subissent la fragilité, qui subissent les aléas de la vie commune. On a quand même 90% des charges qui sont réglées par les copropriétaires, qui sont des charges de fonctionnement de la copropriété. Il n'est pas là question de mettre, je dirais, la responsabilité des syndics, même si certains peuvent l'imaginer de temps en temps, la charge sur le syndic professionnel d'un coût supplémentaire qui fait que la copropriété vit une difficulté. Le professionnel est un aide, il n'est pas une charge supplémentaire. Il permet bien entendu d'apporter bon nombre d'économies. Nous constatons depuis quelques mois avec la guerre en Ukraine la flambée des prix des énergies. Donc là, c'est quelque chose de bien différent. J'espère que ce sera un phénomène passager, mais qui va impacter lourdement quand même, je pense, dans les mois et les années proches à venir, des dégradations dans les copropriétés qui sont déjà elles-mêmes en difficulté aujourd'hui. On observe que les charges de copropriété qui ont augmenté de plus de 30% quand même à cause de ces flambées d'énergie vont peser lourdement. À la hausse des dépenses s'ajoute le coût des travaux d'entretien et de rénovation énergétique, aggravant le risque, bien entendu, dans les copropriétés qui sont déjà en situation financière assez fragile. Les copropriétaires n'ont pas des portefeuilles extensibles, donc le constat des copropriétés dégradées ou fragiles, les augmentations d'énergie plus toutes les mesures qui sont actuellement envisagées pour la réforme à la fois des parties privatives, mais également sur la réforme et les rénovations énergétiques des copropriétés en général, vont impacter lourdement les copropriétaires. Et bien entendu, on va se trouver dans des situations qui vont faire que les centaines de milliers de copropriétés aujourd'hui fragilisées et en difficulté, le nombre va exploser dans les mois qui viennent. Je rappelle que couplé au calendrier d'exclusion des passoires thermiques du marché de la location et à l'obligation de réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique, on va avoir, en plus des 30 à 50 000 euros par logement, effectivement, les près de 200 milliards qui sont aujourd'hui prévus pour la rénovation globale des immeubles en copropriété. Je
Je vais insister sur ce qu'a dit Daniel Dubrac tout à l'heure. Le syndic professionnel doit être alerté au plus tôt s'il y a une connaissance par les pouvoirs publics d'un certain nombre de dégradations. Il y a également le rôle du syndic de copropriété qui doit alerter les pouvoirs publics le plus tôt possible et les associations locales qui doivent alerter le plus rapidement possible pour éviter que des situations se dégradent fortement et qu'il puisse être apporté une réponse la plus rapide dans un temps donné. Le syndic professionnel est associé aujourd'hui avec les collectivités locales. Il doit être là pour porter les besoins des copropriétaires, non pas être, je dirais, en back-office, mais il doit être en frontal et il doit apporter le plus rapidement possible les solutions aux copropriétés et aux copropriétaires qui subissent des difficultés qui peuvent être passagères et difficultés qui sont récurrentes. Daniel Dubrac l'a rappelé également tout à l'heure, un certain nombre de propriétaires qui s'engagent à acheter des biens immobiliers n'évaluent pas toujours les charges dont ils devraient faire face dans les années qui suivent leur acquisition immobilière. Un peu plus d'informations, certes, au moment de l'acquisition serait une bonne chose, mais je pense qu'il appartient à chacun de savoir en fonction de ses besoins, malgré les aléas de la vie. Quand on a un copropriétaire ou deux copropriétaires dans un immeuble qui ont des difficultés, c'est embêtant, mais ça se gère. On s'aperçoit que les copropriétés aujourd'hui fragilisées sont des copropriétés dont l'ensemble des copropriétaires vivent des situations difficiles et des situations difficiles pérennes. Voilà, je ne vais pas prendre et monopoliser le temps beaucoup plus. Les propositions vous seront faites effectivement suite au questionnaire qui nous a été adressé vendredi dernier. C'est dommage que nous n'ayons pas eu le questionnaire un petit peu plus en amont. Ça nous aurait peut-être permis d'avoir un meilleur échange sur les questions. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Monsieur le délégué général. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs. Effectivement, la paupérisation des copropriétés est un sujet assez vaste et qui mérite une définition qui vient s'ajouter, ça a été déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Et pour compléter les propos auxquels l'association Pluriance souscrit pleinement, qui ont été portés par les différents syndicats et interlocuteurs qui ont pu s'exprimer, il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister dans ce propos introductif, qui est un peu plus long qu'introductif pour chacun, mais on aura peut-être l'occasion de revenir plus spécifiquement sur certains dispositifs. C'est la bonne santé des copropriétés qui repose, à mon sens, sur deux choses essentielles. Au-delà de la simplification, au-delà de l'implication des copropriétaires, de leur capacité à participer à la vie de la copropriété, à cette micro-démocratie qu'elle est, c'est la capacité à payer. Mine de rien, la santé d'une copropriété est quand même très directement liée au financement qu'il y a derrière, aux fonds qui sont derrière aussi, aux dispositifs qui permettent de financer les travaux au-delà de l'acquisition et donc de financer les travaux et l'entretien. Ça repose sur deux piliers. Dans une copropriété, il y a deux types de copropriétaires. Enfin, il y en a un troisième qui est parfois le parc social, mais principalement deux copropriétaires. C'est le propriétaire bailleur et puis c'est le propriétaire occupant. Aujourd'hui, on fait face à une difficulté quand même qui est croisée, c'est que l'accession à la propriété stagne depuis 10 ou 15 ans en France et les copropriétaires occupants ont de moins en moins de marge de manœuvre peut-être pour financer les travaux et les obligations auxquelles ils doivent faire face. Et puis d'un autre côté, il y a des copropriétaires bailleurs à qui parfois on prête une moins grande implication dans la vie de la copropriété, n'y habitant pas. C'est parfois vrai, c'est parfois moins vrai. Mais ces copropriétaires bailleurs, ils sont aussi dans une situation où la désirabilité de leur investissement, qu'ils l'aient déjà fait ou qu'ils souhaitent en faire un ou d'autres, cette désirabilité a diminué considérablement. On a toujours l'envie, en France, dans l'investissement locatif, de se dire que ça coûte terriblement cher. On oublie souvent d'ailleurs de dire que ça rapporte terriblement beaucoup. 2 fois plus que ce que ça coûte, si on regarde les chiffres de Bercy. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est à la fois des sucres rapides, et à mon sens, il passe par l'investissement locatif et la multiplication des investisseurs qui sont en capacité d'emmener du capital, d'emmener des capitaux pour à la fois acquérir
des biens, les mettre en location et les mettre en location durablement pour des résidences principales. J'ai vu que dans votre questionnaire, il était fait référence à la location touristique, qui est un autre sujet, mais il faut mieux rendre désirable quelque chose plutôt que de lui taper dessus et taper encore plus fort sur quelque chose qui l'est davantage. En gros, la location touristique répond à une demande qui est en lien avec le développement du tourisme très fort en France, qui est un des axes de développement économique de la France. C'est très bien, sauf qu'on est peut-être arrivé au bout du sujet. Et il faut rendre de nouveau l'investissement locatif pour les résidences principales des ménages, notamment des ménages qui travaillent proches de leur lieu de travail, davantage désirable. Donc, plus d'offres locatives. Et en ça, le ministre du Logement actuel a tout à fait raison de vouloir capitaliser sur l'offre et de dire il faut plus d'offres, plus d'offres, plus d'offres. Et il y a plein de choses qui permettent de simplifier cet accès. Donc ça, c'est le sucre rapide, mais qui ne suffira pas. Et pour sortir de cette dynamique de paupérisation, si tant est qu'on puisse bien la définir, il faut additionner des sucres lents, qu'est l'accession à la propriété, qui stagne terriblement en France, qui a été contrebalancée peut-être par une dynamique d'investissement très forte ces dernières années, notamment soutenue par les taux assez bas, mais qui aujourd'hui, on est à la croisée des chemins et fait qu'on n'a plus cette contrepartie, et donc l'investissement locatif ne suffira pas. Il faut l'accession à la propriété, pas forcément sociale, pas forcément dans des conditions où on met des copropriétaires occupants qui ne sont plus en capacité derrière de payer des travaux, mais une vraie politique encourageante pour l'accession à la propriété, au-delà évidemment de l'investissement locatif qui est un pilier central, notamment par sa fiscalité, etc. etc. Il y a un sujet absolument central pour les propriétaires occupants, on l'a dit tout à l'heure, mais pour les bailleurs c'est pareil, c'est l'évolution de la fiscalité de la taxe foncière. La taxe foncière, on en parlait, Alain Dufoux en parlait juste avant moi, quand on investit dans un bien pour habiter ou pour le louer, on évalue les charges que nous allons avoir en plus du remboursement des échéances d'emprunt. Dedans, il y a effectivement les charges de copro, les travaux à prévoir, l'entretien de la copropriété, mais il y a la taxe foncière et dans certaines villes, cela pèse un 13e, un 14e, voire parfois un 15e mois dans le budget, ce qui n'est pas toujours anticipé par les propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou occupants. Je reviendrai peut-être dans un deuxième temps, sans peut-être tout détailler, mais au moins sur le prêt collectif et une question essentielle qui est les marchands de sommeil, qui nous tient à cœur et qui nous permet, nous, de nous positionner comme lanceurs d'alerte. Et on a tendance à penser qu'il faut protéger les personnes qui lancent des alertes sur les marchands de sommeil, sachant que le monde du syndic, le monde de la copropriété, c'est les parties collectives et pas tellement les parties privatives. Donc ça n'est pas le métier des syndics, peut-être un peu plus des administrateurs de biens, voire des propriétaires. Donc je reviendrai dessus peut-être dans un deuxième temps. Merci beaucoup. Monsieur Safar ? Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, merci en tout cas de nous recevoir et de nous entendre sur le sujet de la paupérisation des copropriétés. Alors immobilières, bien évidemment. Au départ, on m'a dit, mais il n'y a que des copropriétés immobilières. C'est pas vrai. Il y a des copropriétés de bateaux, les KIRA existent. Je l'ai soulevé quand on a été à la fac de droit. On peut être interrogé sur ces sujets-là. Le point, aujourd'hui, je vais vous le faire en 4 points. Premier point, origine du phénomène, parce qu'il faut l'analyser et essayer de le comprendre, parce que si on ne le comprend pas, on ne peut pas essayer d'y apporter des solutions. Deuxième point, c'est la quantification, parce qu'il faut savoir où on en est et quelles sont les évolutions. Troisième point, ce sont les moyens disponibles aujourd'hui. Et quatrième point, c'est ce que l'on peut apporter pour améliorer les choses, bien évidemment, et le rôle de CalISR. Je ne vais pas représenter CalISR comme la fois dernière, je l'ai déjà fait, c'est peut-être pas la peine de le représenter. Simplement pour l'origine du phénomène. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a globalement 3 facteurs principaux de cette paupérisation de la copropriété. Premier point, ce sont, comme l'a dit un de mes confrères, l'organisation des immeubles, c'est-à-dire la complexité de certains immeubles. Immeubles de grande taille, immeubles divisés en volume, des dalles, des sous-syndicats de copro, des syndicats secondaires, des divisions en volume avec une ASL et différents syndicats de copropriété, avec bien évidemment une augmentation des charges, parce que plus vous avez de structure, plus vous avez effectivement une augmentation des charges et une absence de transparence.
Pourquoi? Parce que quand vous en avez des charges d'une dalle, d'ASL ou d'AFUL transférées dans un syndicat de copro qui va le retransférer dans un syndicat secondaire derrière, au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à comprendre ce qui est payé, ce qui est fait et quels sont les montants. Même chose sur les petites copropriétés. Aujourd'hui, on a une difficulté sur les toutes petites copropriétés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où nos charmants copropriétaires ont acheté, on s'est dit, je suis tranquille, c'est une petite copropriété, tout va bien, on ne va pas se retrouver avec des charges très importantes. C'est l'obsolescence de ces copropriétés. Et celle-là, elle est vue nulle part et comprise difficilement, trop tardivement. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui, on le sait. On est, nous, volontaires pour dire attention, votre immeuble, il vieillit au fur et à mesure. On est tellement volontaire que quand on a effectivement préparé les informations sur la loi Elan à l'époque, on a demandé le rajout d'un terme important dans le rôle effectivement du syndicat. C'était conservation, entretien, mais c'est aujourd'hui amélioration de l'immeuble. Et ce terme est très clairement indiqué aujourd'hui dans la loi de 65. Il faut en tenir compte et c'est le rôle effectivement du syndic d'engager. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu à un moment toute une politique d'encouragement à l'achat d'appartements, en accession bien évidemment d'un côté, en accession après du logement social pour d'autres, avec des copropriétaires qui sont engagés sur des crédits de 15 ans, 20 ans, 25 ans dans certains cas, sans prévoir les charges de copropriété, et notamment les travaux qui vont arriver. Donc ça, c'est une accélération de la difficulté, parce que quand vous achetez dans un immeuble où il n'y a pas de travaux sur les 5 ou 10 prochaines années, mais que ces travaux arrivent au bout de 15 ans, vous allez vous retrouver face à un mur avec votre remboursement de crédit. Le troisième point, c'est la gouvernance du syndicat des copropriétaires. Le rôle du syndic, c'est de gérer. Ce n'est pas lui qui prend les décisions. Les décisions, c'est l'Assemblée générale qui les prend et c'est le conseil syndical qui est là pour guider l'Assemblée générale, pour contrôler ce que fait le syndic bien évidemment, mais pour aussi intervenir sur le suivi et sur l'organisation de la copropriété. Et on se rend compte aujourd'hui que dans ces copropriétés en paupérisation, on a un problème de gouvernance. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, parce qu'ils ne veulent pas aller dans le même sens, parce que vous allez vous retrouver avec un conseil syndical qui va rester en poste 1 an ou 2 ans, qui va être viré, excusez-moi du terme, par les autres copropriétaires. Même chose pour le syndic. Et on se rend compte aujourd'hui que dans ces copropriétés en difficulté, en 6 ans, il y a peut-être eu 3 ou 4 syndics. Et il y a peut-être eu valse aussi des conseillers syndicaux en même temps. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Pourquoi? Parce que même si le syndic sait ce qu'il doit faire, il ne peut pas le faire. C'est l'Assemblée générale qui le décide, même s'il propose de faire des travaux, d'engager des choses, de faire une amélioration pour l'immeuble. Aujourd'hui, il n'est pas suivi. Et ça, c'est une vraie difficulté. Pourquoi? Parce que si vous n'entretenez pas l'immeuble, si vous ne faites pas les travaux, vous allez vous retrouver avec une dérive de l'augmentation des charges. Réparer 42 fuites dans l'année, alors que vous pouviez organiser des travaux de réfection des colonnes parce que vous savez qu'elles sont en mauvais état, vous coûtera globalement le double du prix de la réfection de travaux organisés. Et ça, c'est aujourd'hui une accélération de cette paupérisation. Le point suivant, c'est, vous l'avez compris, c'est notre paiement de charges. On demande aux copropriétaires de payer. Le rôle du syndic vis-à-vis des copropriétaires, c'est lui qui demande de l'argent. Et les copropriétaires ne le perçoivent pas positivement. Et pourtant, le syndic n'est là que pour entretenir, conserver, améliorer l'immeuble. Les budgets, les dépenses correspondent aux charges de l'immeuble, des copropriétaires, mais la compréhension quand vous envoyez l'argent ou des demandes aux copropriétaires, notamment quand vous avez eu les augmentations des énergies, ça a été violent. C'était le syndic qui nous demande encore de l'argent. C'est inadmissible, on ne va rien faire, on va le virer. Et ça, ce sont des choses qui sont arrivées, il faut le dire. Quantification. Je voudrais simplement revenir sur une chose. Aujourd'hui, il y a 577 389 syndicats de copropriété. C'est le chiffre à fin février publié par l'ANA. Les chiffres que j'ai sur les copropriétés avec des impayés datent de l'an dernier, donc on a encore un trimestre de retard, on n'a pas encore les chiffres de fin mars, mais on est à 166 385 syndicats de copropriété. 28%, excusez-moi, 28%. Et des années de 3 ans en arrière, on est passé de l'an dernier à 151 000, l'année d'avant à 143 000. Donc vous avez compris que nous avons une augmentation si on ne prend que cet indice-là, qui est l'indice des impayés. Aujourd'hui, il est très clair que cet indice n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que nous, quand on veut prendre une copropriété, on demande s'il y a beaucoup de procédures, de recouvrement d'abord, des procédures autres que de recouvrement, s'ils ont changé de syndic très souvent, de conseil syndical très souvent, et si effectivement des travaux ont été proposés aux assemblées générales et qu'aucun
travaux n'a été voté. Ce sont des points importants aujourd'hui et on se rend compte qu'on a besoin d'avoir cette analyse pour savoir où on va. Les moyens disponibles. Aujourd'hui, on a nos difficultés de recouvrement de charges. Mes confrères en ont parlé. Vous l'avez bien compris, notre article 19.2 de la loi avait été modifié par la loi Elan. Auparavant, c'était le magistrat peut condamner. Aujourd'hui, c'est le magistrat condamne. La seule chose, c'est qu'on a beaucoup de condamnations. C'est une réalité. Sauf que, globalement, ils sont insolvables. Nous n'obtenons aucun argent. Ça veut dire que nous sommes dans l'obligation d'engager l'année suivante une procédure de saisie immobilière. En moyenne, 2 ans. Donc vous avez fait une première année pour aller faire condamner le copropriétaire. Il a été condamné. Il a peut-être fait appel. Mais en attendant, vous n'avez pas l'argent. Et derrière, vous allez engager une procédure de saisie immobilière. Dans certaines copropriétés en difficulté, je pars pour 14, 15, 20 saisies immobilières sur des copropriétés de 300 ou de 400 logements. C'est énorme. Et on sait derrière que ces logements vont être achetés par des marchands de sommeil. Désolé de le dire, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'à la barre du tribunal, si votre copropriété est en difficulté, si elle est en plan de sauvegarde, si elle est déjà fragile, vous allez avoir aujourd'hui en acquéreur que ces acquéreurs-là, qui vont acheter à travers une société qui ne paiera pas ses charges, qui attendra effectivement d'être condamné, d'être saisie immobilière, et on recommence. Deuxième point, c'est les financements pour faire les travaux. On est aujourd'hui sur des aides avec des financements. Subventions, très bien. MaPrimeRénov', quand on veut engager des travaux de rénovation énergétique, sur le principe, très bonne idée. Sur la mise en œuvre, un enfer. Je suis désolé de le dire. Je suis d'accord pour aider, pour accompagner, oui. Pour accompagner socialement certains copropriétaires, aucun doute. Et ménages modestes et très modestes, ils ont le droit à des aides complémentaires. L'aide collective, elle est là. Plus on avance dans le système de MaPrimeRénov', plus on le complexifie, moins on y arrive. Vous dire qu'on en a engagé de nombreux l'année dernière, oui. Cette année, on essaie de faire rentrer les informations sur le site. Très difficile. Pourquoi? Parce que ça a changé. C'est compliqué. Les aides ne sont plus les mêmes. Alors, je suis très content que pour les bonus de passoire énergétique, on ait le droit à 10%, que les autres aient le droit à 20% en plus. C'est très bien. C'est mieux que les 1 500, les 3 000 ou les 5 000 euros de plus. La seule chose, c'est que pour rentrer toutes les informations sur le site de l'ANA, avec toutes les on n'y est pas. Et pourtant, on a un accompagnateur Rénov' aujourd'hui. Je ne parle pas à Paris, on a l'Agence parisienne du climat. Je suis très content. Au moins, on a des gens en face de nous qui savent remplir les documents et faire avancer. La seule chose, c'est que ça ne marche pas. Deuxième difficulté, les banques. Aujourd'hui, pour financer des travaux, je suis désolé de le dire, on n'a que 2 banques. Et encore, il n'y en a qu'une qui fait le crédit pour les subventions. On va les citer. On a d'un côté Domofinance, qui est la filiale EDF et BNP. Eux sont tout à fait d'accord pour faire le crédit aux copropriétaires, c'est-à-dire le crédit collectif individuel. Ils montent l'éco-PTZ, même s'ils ont beaucoup de mal à le faire. Et de l'autre côté, vous avez la Caisse d'épargne Île-de-France. La Caisse d'épargne Île-de-France fait l'éco-PTZ. On en a monté un l'an dernier. Quelle galère! C'est à la main, il n'y a pas de digitalisation. On a monté ensuite le crédit pour le reste à charge. Très bonne nouvelle. On a réussi. Toujours difficile. Et derrière, on a le crédit effectivement court terme pour la subvention. Et bien là, on l'a obtenu. Même sans garantie. Aucune autre banque ne nous le donne. Deuxième point de difficulté, c'est quand on est dans ces copropriétés fragiles ou en difficulté, le syndic peut s'en apercevoir. Il doit même s'en apercevoir. L'intérêt, ça a été CalISR. Pourquoi? Parce que CalISR, on a créé un référentiel de redressement des copropriétés en difficulté. Ce référentiel, c'est plus de 200 points, c'est plus de 200 analyses et 200 critères qui nous permettent de dire attention où on va. Et on se rend compte aujourd'hui, il faut former nos confrères à comprendre, le référentiel de CalISR. Même si on est 80 membres aujourd'hui, il y a 43 syndics qui interviennent sur ces copropriétés en difficulté. On a demandé effectivement de nombreuses fois d'intervenir sur ces copropriétés fragiles. Sachez qu'un groupe de travail a été construit avec l'ANA sur les copropriétés fragiles. Il est en cours aujourd'hui. On a effectivement avancé sur un manuel à donner à nos confrères syndics pour qu'ils puissent repérer la fragilisation des copropriétés, pour ne pas attendre en se disant « Ah, mais je n'ai pas vu ». Il faut les repérer. Et ça, aujourd'hui, c'est un point important. Ce point important, il nécessite une interopérabilité entre le syndic, bien évidemment, les copropriétaires, les collectivités territoriales et l'État. Pourquoi? Parce que si l'un ou l'autre le repère, que l'on puisse tous avancer en même temps et de concert. Aujourd'hui, notre difficulté, c'est que la plupart du temps, on ne se parle pas. Et nous, ce que l'on demande, c'est une cellule de concertation, qu'on appelle aussi cellule de crise, parce qu'aujourd'hui, on est en crise quand vous avez des copropriétés en difficulté, mais pour avancer sur le repérage de ces copropriétés.
Une copropriété fragile, si vous la repérez, en 3 ans ou 4 ans, vous pouvez effectivement éviter qu'elle passe en copropriété en difficulté ou dégradée. Une copropriété en plan de sauvegarde, même si aujourd'hui c'est 5 ans, ce n'est pas vrai. Il faut 10 ans ou 12 ans pour en sortir certaines de l'ornière. D'autres, je ne parle même pas de Grigny ou du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois, c'est 30 ans ou 40 ans. Je pense qu'Olivier Klein vous l'a dit la semaine dernière, mardi dernier. J'en ai reparlé avec lui mardi soir. Donc oui, on connaît ces points-là, on connaît ces difficultés. Le but du jeu, c'est de les prendre à l'avance et d'intervenir là-dessus. Que faut-il faire? De la prévention, du repérage, mais surtout derrière, faciliter la mise en œuvre de travaux, plus que de réparation. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il faut distinguer la dépense de l'investissement. Une dépense en urgence pour réparer coûte toujours plus cher que des travaux que vous avez organisés sur du long terme ou du moyen terme. C'est le rôle du plan pluriannuel de travaux. Aujourd'hui, on est très volontaire là-dessus. Vous allez avoir une deuxième difficulté, c'est que les banquiers aujourd'hui, pour un acquéreur, vont demander le plan pluriannuel de travaux ou le projet de plan pluriannuel de travaux. Et les crédits vont être modifiés. C'est-à-dire que s'il y a des travaux importants à faire, vous n'aurez pas 100% de crédit. Déjà aujourd'hui, quand on est à 70% du crédit, c'est déjà bien. Ils veulent le ramener effectivement avec un apport à 25%. Dans certains cas, on va se retrouver avec un apport obligatoire à plus de 35% quand il y a des travaux dans les immeubles à réaliser, pour que les copropriétaires, justement, puissent les payer, ces nouveaux acquéreurs. Vous avez compris, aujourd'hui, le rôle de CALISR, c'est justement de faire ce cercle de confiance, ce partenariat avec les collectivités, les opérateurs, les syndics, les mairies et l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut diminuer la paupérisation, je ne dis pas la supprimer, il ne faut pas rêver, mais la diminuer et aller dans un trend dans l'autre sens, il faut intervenir sur ces points-là. On va vous faire des propositions sur des interventions, sur effectivement des problèmes de procédure judiciaire, de recouvrement, sur la partie de mandat ad hoc. Sachez qu'en mandat ad hoc, il n'y en a pas eu beaucoup. Depuis la création du registre d'immatriculation, il y en a eu une quinzaine. Donc ça veut dire rien du tout. Et pourtant, on a beaucoup de copropriétés qui en ont besoin et qui auraient besoin effectivement d'avoir cette analyse, cette compréhension, mais pas obligatoirement de changer de syndic. Simplement de former le syndic, de l'accompagner sur cette démarche de redressement, qui est une démarche d'abord de repérage de la fragilisation et de redressement de ces copropriétés. Merci. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Madame la rapporteure et à mes collègues, j'aimerais revenir peut-être sur 2-3 points, notamment suite aux éléments que vous avez en tout cas abordés jusque maintenant. Mais commencer déjà par un premier point concernant le cadrage de cette commission d'enquête, puisque certains d'entre vous, et très légitimement, se sont interrogés sur le pourquoi une commission d'enquête sur la paupérisation des copropriétés, alors que nous sortons à peine, puisque nous n'avons pas tout à fait terminé, d'un projet de loi sur, je le rappelle précisément, l'accélération, la simplification de la rénovation des copropriétés dégradées et des grandes opérations d'aménagement. Donc vous comprenez bien dans le sujet de ce projet de loi et la genèse de ce projet de loi qui portait sur notamment le rapport Hanotin-Lutz, des préconisations très concrètes issues du terrain sur la façon dont on pouvait accompagner les acteurs locaux, élus et tout opérateur, en tout cas, dans l'accélération, encore une fois, de ces projets. Et il est vrai que, finalement, dans les sujets qui sont abordés aujourd'hui, certains ont été abordés dans le cadre de ce projet de loi. Et j'ai envie de dire, dans les questions que vous posez et dans tous les arguments, dans tous les éléments que vous apportez, eh bien, vous répondez à cette question du pourquoi de cette commission d'enquête. Vous êtes tous d'accord pour dire que c'est un véritable phénomène qui, au regard du contexte que nous traversons, de paupérisation de certains copropriétaires, puisque vous le dites, la source, elle est là, c'est la paupérisation de certains copropriétaires, eh bien, on se rend compte qu'on a un véritable phénomène qui est en train de, vous l'avez dit, vous avez donné quelques chiffres d'année en année, je ne parle pas de dizaines d'années en dizaines d'années, est en train de s'accélérer, que plusieurs questions se posaient sur la quantification, sur la définition, en effet, de ce qu'on entendait par une copropriété dégradée, sur les outils et donc l'identification en amont de ces copropriétés dégradées. Et très clairement, ce n'était pas forcément l'objet premier de ce projet de loi.
Voilà pourquoi cette commission d'enquête. Donc j'essaye en tout cas de répondre très concrètement. Et donc quand je vous dis que je suis moi-même surprise que vous vous posiez la question, pour tout vous dire, parce que je crois qu'on est ensemble là pour parler d'un sujet qui nous concerne tous et sur lequel on a intérêt ensemble de se mobiliser. Parce que cette problématique, ce n'est pas la nôtre, c'est la problématique de tous véritablement. Et le syndic est un acteur majeur. Sinon, vous ne seriez pas là. Et donc, il nous semblait important de vous avoir autour de la table. Donc, j'espère, en tout cas, que vous l'appréciez dans ce sens-là. Et surtout, c'est aussi une façon de vous dire et de vous redire que nous sommes extrêmement en attente de vos propositions pour qu'ensemble, nous puissions travailler sur ce sujet qui, encore une fois, nous concerne tous. Donc voilà, je voulais quand même déjà préciser, j'espère que je réponds assez précisément au pourquoi du comment. Et donc, je vais aussi dans votre sens sur aujourd'hui les manques, c'est-à-dire la définition, la quantification et donc l'identification de ces copropriétés dégradées sur lesquelles on a intérêt à aujourd'hui d'avancer. Voilà pourquoi cette commission d'enquête qui, je trouve au contraire, eh bien finalement a toute sa place aujourd'hui dans le cadre du projet de loi sur lequel nous sommes encore en train d'échanger, que nous allons être amenés à voter très prochainement, je l'espère pour tous encore une fois, mais c'est un sujet sur lequel, encore une fois, qui est intarissable, mais qui est extrêmement complémentaire et au contraire, j'ai envie de dire, dans ce projet de loi, on a mis le doigt sur certains sujets sur lesquels on se doit aujourd'hui d'avancer et sur lequel, en tout cas, je remercie le groupe de Marianne Margaté qui nous a interpellés très concrètement là-dessus et sur lequel nous sommes tous ravis ensemble de façon très transpartisane de travailler et de contribuer. Donc là, je voulais quand même le rappeler parce que c'est extrêmement important de remettre un peu, j'ai envie de dire, les choses dans ce cadre-là. Et donc, ce n'est pas de la redondance, ce n'est pas redondant. Au contraire, c'est un approfondissement, encore une fois, d'un sujet qui n'était pas traité dans le cadre du projet de loi spécifiquement, sur lequel on aurait peut-être pu aller plus loin. Mais l'objet premier, c'était de travailler sur une boîte à outils opérationnelle, ce sur quoi, en tout cas, on va encore bientôt s'exprimer. Je termine sur peut-être mes deux questions, puis je vous redonnerai la parole, vous pourrez, parce que j'ai deux autres questions, dans le cadre de ce que vous avez pas peut-être, mais évoqué, sur lesquels j'aimerais vous interpeller. Le premier, parce que c'est aussi, dans le cadre de ce que je viens de dire, un élément aussi différenciant de cette commission d'enquête. On en a parlé et on était complètement d'accord quand on a parlé du cadrage de cette commission d'enquête. C'est en effet cet angle mort, je ne sais pas, parce que c'est peut-être pas le terme, mais un angle des petites copropriétés sur lequel aujourd'hui on doit véritablement s'interroger, parce qu'aujourd'hui on a peu d'informations là-dessus. Elle pose beaucoup de questions. Est-ce qu'aujourd'hui on a des syndicats dans ces petites copropriétés ou pas? Dans l'audition précédente, c'est posé, en tout cas on a entendu, moi j'ai entendu, et j'étais très sensible aussi à cette préconisation qui était de dire qu'il faut peut-être aller vers un syndic dans toutes les copropriétés, quelle que soit la forme, parce que c'est loin d'être le cas aujourd'hui. En tout cas, pourquoi je dis ça? Parce qu'un point d'attention aussi, c'est ce que nous souhaitons traiter dans le cadre de cette commission d'enquête sur les petites copropriétés. Vous l'avez déjà abordé, mais je vais, si vous permettez, peut-être relancer ça, parce que je pense que de par votre expérience, vous pourrez peut-être nous nourrir aussi. Est-ce qu'il y a justement, dans cette boîte à outils existante, des éléments à ajouter, à compléter pour pouvoir nous accompagner dans ce qu'on souhaite travailler, encore une fois, dans le cadre de cette commission d'enquête. Et puis, deuxième, ou plutôt troisième question ou réflexion, concernant la rénovation thermique. L'enjeu de rénovation thermique, les obligations de rénovation thermique, dans le cadre de cette paupérisation des copropriétés dégradées, se pose la question de savoir quel va être l'impact de ces obligations que nous partageons tous, encore une fois, mais dans d'une copropriété qui aujourd'hui est déjà fragile, on peut se poser des questions sur malheureusement l'aggravation, les conséquences que cela peut avoir. Est-ce que vous avez aujourd'hui, dans le cadre de vos différentes organisations, des réflexions là-dessus, des préconisations peut-être? Ça aussi, en tout cas, c'est un élément qui nous importe parce qu'on a bien conscience qu'il y a cette obligation d'y aller. Il va nous manquer, en fait, de l'accompagnement des outils, forcément. Et donc, ça nous importe aussi de vous entendre peut-être là-dessus. Je vais bien rebondir. Oui, Madame la Présidente, vous avez raison, effectivement, il y a un devoir d'inventaire et c'est vrai de qualifier à la fois les copropriétés, où elles sont situées, fonction de leur âge, les difficultés auxquelles elles sont confrontées. C'est vrai que cet inventaire exhaustif va contribuer notamment à avoir des pistes de travail importantes. Et je crois que aussi d'apporter aussi des vraies définitions à ce qu'est une copropriété dégradée, paupérisée et quels sont les signes de déclenchement et le seuil d'alerte. Et avoir des outils adaptés.
vous avez également un lien avec les petites copropriétés et aussi la rénovation énergétique. Je dirais même qu'on a une façon de voir, je dirais contrairement à d'autres pays, nous, syndics de copropriété, on a un rôle, je dirais, on est amené, on est mis très souvent devant une situation de fait, et on a plutôt un rôle à avoir des travaux qui sont d'ordre curatif que préventif. Hein. Quand on compare l'immobilier d'entreprise, on a toujours une stratégie préventive dans l'entretien du patrimoine, alors qu'en habitation, on est dans une stratégie totalement curative dans l'urgence. Et je fais un lien avec les petites copropriétés. Les petites copropriétés qui sont principalement situées dans les centres-villes. Là, on trouve les copropriétés de moins de 10 lots. Des immeubles bâtis anciens, voire même parfois vétustes, qui n'a pas été entretenu, voire au fil des années, qui est peut-être dépourvu de syndic. Et très souvent, ces immeubles-là, c'est là où il y a le plus de DPE, F et G, et c'est là où il y a plus, effectivement, d'indécence programmée et à venir. Alors, comment ces copropriétés vont-elles se comporter? Je ne le sais pas. Il est vrai que dans ces immeubles, la plupart de ces immeubles, ces copropriétés sont déjà même confrontées à des travaux de zinguerie, des travaux de toiture, des travaux de restauration de souches de cheminée. Prenez une photo d'un centre-ville, quel qu'il soit, et vous verrez l'état de délabrement de souches de cheminée, de zinguerie, de toiture. Et donc, parfois on fait la façade avant le reste. Comment voulez-vous qu'on engage des travaux de rénovation énergétique dans un patrimoine qui n'a déjà pas fait l'essentiel, au moins sur la toiture et les éléments de zinguerie? Donc c'est un vrai sujet, les petites copropriétés et la rénovation énergétique. Et on est confronté à des difficultés, c'est que le calendrier, on ne le tiendra pas, on ne pourra pas. Et on va de grandes difficultés, notamment sur ce patrimoine, à la fois chez des copropriétaires qui sont certes occupants. Les propriétaires bailleurs sont soumis à l'indécence, mais l'indécence va rattraper tous les logements et toutes les résidences principales. Et donc dans toutes les copropriétés, on va être confronté aux mêmes difficultés. Se pose véritablement une question aussi du devenir de ce patrimoine. Quels moyens on va mettre en œuvre pour aider? Moi, je me souviens, dans une période précédente, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui fonctionnait sur la taxe additionnelle au droit de bail, permettait des travaux de rénovation importants et qui ont permis aussi de rénover des centres-villes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'aide à cette rénovation et on a un patrimoine qui est de plus en plus délabré. Et on est en train de fabriquer des copropriétés délabrées, mal entretenues, que nous reconnaissons, nous entretenons et nous gérons de moins en moins parce qu'on ne veut pas nous payer pour la mission qui devrait être la nôtre. Beaucoup trop de travaux que les propriétaires ne nous ont pas sollicités précédemment et avec des travaux d'ampleur. Et on se demande comment ces copropriétés vont évoluer. Donc là, il y a un véritable angle d'attaque. La paupérisation, elle vient de là sur la difficulté de beaucoup de copropriétaires à faire face aux échéances à venir. Elle n'est pas forcément dans des copropriétés plus récentes où il y a moins de travaux d'ampleur, mais ces immeubles-là, à un moment ou à un autre, vont se retrouver aussi confrontés à des travaux difficiles. Donc la notion de travaux préventifs, et notamment comme ça se passe au Québec ou dans d'autres pays, on l'a institué avec un fonds de travaux, mais je l'ai fait m'en parler, mais le pourcentage est insuffisant. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'évolution à venir, il faudrait avoir un fonds de travaux beaucoup plus important pour prévenir et faire en sorte que les copropriétaires, dans leur plan de financement, intègrent une dotation de financement suffisante à prévenir des travaux à venir et éviter d'avoir des copropriétés qui se paupérisent, exposées à des gros travaux. Merci beaucoup. Madame la Présidente. Oui, merci. Je voudrais simplement d'abord vous remercier de comprendre le rôle du syndic et de comprendre qu'il est important avec tous les opérateurs. Ce n'est pas le cas de tous, je tiens à le dire. Je tiens en tout cas à vous remercier de cette compréhension et je voudrais aussi vous informer sur un point important qui est le travail du syndic. Je pense qu'il faut quand même le rappeler. Le syndic, il est là pour gérer l'immeuble, pour administrer, pour pourvoir à sa conservation et à son amélioration. Quand la copropriété tourne, on est tranquille. On propose des choses au fur et à mesure, ça avance. Quand la copropriété commence à se fragiliser, le travail du syndic augmente. Quand je dis il augmente, c'est-à-dire on passe d'un travail de 1 à 5. Quand on est en copropriété en difficulté, on est à 50. Donc il ne faut pas l'oublier. Plus on avance, plus c'est compliqué, plus le travail du syndic est important. Et sur les petites copropriétés aujourd'hui, il y a peu de syndics qui y vont. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on demande des honoraires, parce qu'on est allé voir l'immeuble, parce qu'on a posé les différentes questions et qu'on se rend compte qu'on a un travail très important à faire, la plupart du temps, les propositions d'honoraires faites par le syndic, parce qu'il sait qu'il va passer beaucoup de temps, ne seront pas acceptées. Et en tout cas, c'est une des difficultés. La deuxième difficulté, c'est sur ces copropriétés en difficulté, on avait justement soulever le point auprès de l'ANA. Dans le cadre de CalISR, l'accord que l'on avait passé à l'époque, ANA, UNIS, FNAIM et CalISR, c'était une aide à la gestion
pour les syndics de copropriété qui intervenaient sur ces copropriétés en difficulté ou en plan de sauvegarde. Aujourd'hui, cette aide, elle existe. La seule difficulté, c'est qu'elle n'est là que pour certains actes complémentaires et pas pour une augmentation des actes. Une chose est très claire, quand on passe d'une copropriété où vous avez 100 copropriétaires avec 2 procédures de recouvrement dans l'année et que vous en arrivez à 25, le travail n'est pas le même. Le suivi n'est pas le même. Même chose sur les réparations et les entretiens. Pourquoi? Parce que les travaux n'ayant pas été faits, on va se retrouver non plus avec 5 dégâts des eaux dans l'année, mais avec 100, 150. Je vais prendre l'exemple d'un exemple. Une copropriété à Paris, la plus grosse copropriété de Paris, 1067 logements. On a lancé il y a 2 ans les travaux de réfection, rénovation énergétique, ravalement, travaux, canalisation. Plus de 10 millions d'euros de travaux. Pourquoi? Parce que dans cet immeuble-là où ils étaient 1000, on était arrivé à 180 déclarations de sinistres fuites dans l'année. Une augmentation de la prime d'assurance, bien évidemment, une partie de franchise qui s'est envolée, et bien évidemment, l'explication à donner aux copropriétaires, c'est il y a des travaux à réaliser, il faut les faire, sinon on se retrouve avec des difficultés encore plus importantes. Et même si on intervient là-dessus, même si c'est une grosse copropriété et on peut effectivement leur dire qu'il y a plus de boulot et les gens le comprennent, sur les petites copropriétés, c'est impossible. Quand vous avez une copropriété où ils sont 10 et vous allez dire globalement, vous en avez pour 6, 8 000, 10 000 euros d'honoraires de syndic pour faire le suivi de votre copropriété, c'est même pas la peine. Ils ne l'entendent pas et je le comprends. Et c'est là où je dis que les aides à la gestion de l'ANA ne sont pas toujours bien adaptées telles qu'il le faut. Deuxième difficulté, c'est qu'elles sont versées toujours a posteriori. Vous prenez votre copropriété, vous déposez votre dossier, vous savez que vous allez être éligible aux aides de l'ANA, vous attendez la fin de l'exercice, vous faites approuver les comptes et les sommes que vous allez demander au titre de l'ANA, donc vous avez passé une année complète, on est au mois de juin, vous approuvez effectivement ces comptes. Une fois que tous ces documents ont été faits, vous allez transmettre la demande à l'ANA pour le versement de l'aide à la gestion. Il viendra en moyenne entre 6 et 9 mois après. Et encore, pas dans toutes les régions. Je suis très tranquille. En région parisienne, ça marche mieux que sur certaines régions en Occitanie. Ils attendent toujours depuis 3 ans ces aides à la gestion alors qu'ils ont été validés préalablement. Donc vous voyez, on a ces difficultés parce qu'aujourd'hui, pour qu'un syndic s'en occupe correctement, il faut qu'il passe du temps. Et le temps, ce n'est pas une réunion de conseil syndical par an. J'ai certains immeubles où c'est toutes les semaines qu'on est sur place. Et toutes les semaines, le matin, de 8h à 11h. Le conseil syndical, il y en a un tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, voire tous les mois dans certaines copropriétés. Et je ne parle pas des copropriétés où il y a 700 ou 800 logements. Je vous parle de copropriétés où ils ne sont même pas une centaine et où j'ai ce type de difficultés. Et là, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est vrai que pour les sortir de l'ornière, un plan de sauvegarde, en moyenne, il faut 10 ans. Le plan de sauvegarde à Aulnay que l'on a aujourd'hui, on va présenter le projet de travaux. La copropriété est toujours en plan de sauvegarde, on doit en sortir normalement dans 2 ans. Je sais que je vais leur présenter globalement entre 6 et 8 millions d'euros de travaux. Alors avec des aides, avec des subventions, mais je vais avoir une partie de reste à charge très importante pour certains copropriétaires. Et là, on est là pour les accompagner. Et les accompagner avec la mairie, avec l'ANA, avec l'opérateur, c'est Cité Maîtrise cette fois-ci, et avec le préfet. Parce que je ne vous cache pas que si on n'a pas tous ces intervenants, on n'avance pas. Et là, aujourd'hui, même si on approche, même si on sait que globalement, au mois d'octobre, j'aurai cette Assemblée générale à présenter, à expliquer et à faire voter, je ne suis pas sûr d'y arriver la première fois. Je pense qu'il faudra venir une deuxième, voire une troisième fois. Et tout ça, bien évidemment, c'est le travail du syndic en complément de ce qu'il fait habituellement. Merci beaucoup, Monsieur Frémont. Oui, alors je vous remercie effectivement d'essayer de comprendre le rôle du syndic. Et une sorte de bienveillance qui fait du bien. Si un projet de loi doit émerger de ces réunions, de ces consultations, j'aimerais que pour une fois, enfin nous aimerions que pour une fois, le syndic soit, le travail du syndic soit valorisé et non pas rabaissé. On a fortement regretté dans la loi Habitat dégradé que le syndic soit visé comme quasi coupable d'une copropriété en difficulté puisqu'on lui impute les honoraires de l'administrateur provisoire s'il n'a pas déclenché le mandataire ad hoc alors qu'on sait que le mandataire ad hoc n'est pas un bon outil. C'est assez humiliant, je dois vous le dire, je l'ai dit publiquement déjà.
il faudrait, puisque vous comptez sur nous, que nous ayons les moyens. Nous avons des responsabilités importantes. Quand on a des responsabilités, il nous faut des moyens et il nous faut du pouvoir, tout simplement. Dans mes propositions, il y avait la possibilité pour le syndic de pouvoir lancer un appel de fonds sans AG, sans consulter le conseil syndical pour pouvoir financer une procédure. J'aimerais parfois avoir les mêmes pouvoirs qu'un administrateur judiciaire, mais on est constamment soumis à la prise de décision de l'Assemblée générale et même de plus en plus au contrôle du conseil syndical. J'aimerais qu'on fasse confiance au syndic, qu'on fasse confiance aux gestionnaires et qu'on le débarrasse de toutes ces dispositions de la loi qui lui infligent des pénalités de retard parce qu'il n'aurait pas envoyé un document au conseil syndical au bout d'un mois, la mise en concurrence obligatoire du syndic qui est un ovni qui n'existe que pour les syndics, qu'il ait vraiment les moyens et que les pouvoirs publics fassent enfin confiance, voilà, en baissant la garde. Je sais que d'autres, en face, d'autres associations de consommateurs, etc., tiennent un discours inverse, mais c'est pas eux qui gèrent les immeubles. C'est bien nous qui les gérons. Donc j'aimerais, c'est un message, mais derrière qui se décline en propositions concrètes, qu'on fasse vraiment confiance aux syndics et aux gestionnaires. Je pense d'ailleurs que nous attirerons plus de candidats, plus de jeunes dans cette profession, parce que nous manquons cruellement de gestionnaires de copropriété, de comptables de copropriété. Il y a une véritable pénurie. Nous sommes tous plus ou moins responsables, hein. Nous devons aussi communiquer un peu mieux sur l'attractivité de nos métiers, mais aujourd'hui le métier n'est pas attractif, et s'il n'est pas attractif, c'est aussi à cause de la loi. Donc nous attirerons plus de monde, plus de candidats, nous aurons plus de syndics peut-être qui iront vers ces immeubles, ces micro-copropriétés, qui clairement plus personne ne veut. Alors nous, enfin moi, je prends les micro-copropriétés, mais j'ai un tarif minimum de 4 000 €. Bon, un petit immeuble ne peut pas se le payer, c'est évident. Peut-être que la loi pourrait décharger le syndic d'une grosse partie de ses missions lorsqu'il accepte de gérer une micro-copropriété. On serait sur une forme de co-gestion avec un président de conseil syndical qui bosserait et puis un syndic à côté qui serait toujours responsable et qui aurait les missions, on va dire, purement comptables, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on peut imaginer aussi dans la loi. Pour ça, il faudra également songer à modifier le contrat type, puisque je rappelle qu'on a un contrat type qui est issu d'un décret de 2015 qui n'a pas bougé depuis presque 10 ans, bien que la loi Allure ait prévu une concertation bisannuelle obligatoire à l'initiative du ministère du Logement en y associant le CNTGI. Vous aviez son président Périnée Marquet tout à l'heure, juste avant nous. La concertation bisannuelle n'a jamais eu lieu, donc on a un contrat qui est sclérosé, qui ne permet pas, si je voulais demain faire une proposition de co-gestion, je le mets vraiment entre guillemets puisque ça n'existe pas aujourd'hui dans la loi, une forme de co-gestion à un micro-copropriété qui voudrait quand même se prendre en main, mais avoir l'appui d'un syndic professionnel, je ne pourrais pas lui faire cette proposition parce que j'ai un contrat de syndic type sclérosé qui n'a pas bougé depuis 10 ans. Madame la Présidente, si vous permettez. Très rapidement, parce que je crois que mes collègues vont être d'accord sur les petites copropriétés. C'est vrai que c'est des petits budgets. Voilà, très clairement, c'est une facture d'eau, une assurance, éventuellement la sortie des poubelles, et encore, on peut le faire de façon conviviale par rotation. Donc, ce sont des petits budgets. Et donc, quand on rajoute effectivement le prix d'un syndic professionnel, les budgets, ils augmentent, ils explosent, 30%, 50%. Donc, à la fois, les syndics ne se sont pas forcément intéressés au sujet, et à la fois, les syndics bénévoles ont trouvé leur intérêt. Bon. Et ça, c'était bien jusqu'au moment où il peut y avoir déjà un impayé. Donc, quand vous avez 10 copropriétaires, vous avez un impayé, ça pose énormément de problèmes. Ça permet d'avoir des copropriétaires une copropriété qui est en difficulté, et là, ça peut basculer dans une copropriété dégradée. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire, parce qu'un impayé, ça pèse dans les petites copropriétés. Et ce qui pèse aussi, ce qui n'était pas une bonne idée à titre personnel, je peux m'exprimer, c'est qu'on a voulu, pour aider ces syndics bénévoles, évidemment,
évidemment, nous prônons pour qu'il y ait des syndics professionnels à tous les étages et à tous les niveaux. Il y a eu des syndics bénévoles et pour leur simplifier la vie, on leur a simplifié les procédures. On a fait des exonérations, il n'y avait pas besoin de ceci, il n'y avait pas besoin de cela, plan comptable, enfin, et j'en passe. Et ça, ce n'était pas forcément une bonne idée. C'est une bonne idée pour une gestion courante de la copropriété. Mais quand vous commencez à parler de problèmes de conservation, même pas dans le curatif, de planification de travaux, de DPE, de PPT, qu'il faut quand même faire petite ou grande dans une copropriété, c'est là où le bas va blesser. Et ce n'était pas forcément une bonne idée de faire ça. Sur les travaux de rénovation, quand on est dans la gestion courante, bon, ça va. Quand il faut commencer à faire des travaux de rénovation, il faut aller chercher les financements, il faut aller chercher éventuellement celui qui va faire le DPE bâtiment, il faut aller chercher celui qui va présenter le PPT, il faut aller donc chercher des AMO, il faut aller chercher après des entreprises. Tout ça, c'est quand même un travail. Et d'ailleurs, certaines collectivités locales ne s'y sont pas trompées. Quand il y a eu des aides complémentaires à donner, les collectivités locales, elles n'étaient pas bêtes. Elles ont dit, écoutez, au syndic bénévole, écoutez, ce serait bien d'être accompagné pour cette phase-là, cette phase importante de la copropriété, par un syndic professionnel. Elles l'ont très souvent fait. Donc, il ne faut pas considérer que la mission d'un syndic de copropriété, c'est une mission qu'on peut externaliser. Non, il n'est pas qu'un fournisseur de la copropriété syndic. Il est là aussi, comme on l'a dit, sur l'entretien, sur la conservation, sur l'amélioration du bâtiment, mais il n'a pas qu'un rôle opérationnel. Ce rôle opérationnel, on peut l'avoir tous les jours par... Qui finalement a le temps de le faire et la volonté de le faire. Mais quand on commence à parler de programmation, de conservation, de réglementation, etc., c'est là où c'est un peu plus simple pour les professionnels que nous sommes et un peu plus compliqué pour les syndics bénévoles, d'autant plus qu'on va être dans la sensibilisation d'un certain nombre d'obligations. Nous, on sensibilise énormément dans nos syndicats professionnels sur la nécessité de faire des DPE individuels pour les copropriétaires occupants et pour les copropriétaires bailleurs, quand bien même qu'ils n'aient pas envie forcément de vendre ou pour d'autres de louer, de façon à ce qu'ils sachent où ils en sont, puisque c'est pour faire le lien avec la deuxième question sur la rénovation. Et donc on les incite et de façon à trouver des solutions. Et le syndic, il est donc un ensemblier, il n'est pas qu'un opérationnel sur la vie courante. C'est ça qu'il faut pas oublier. Et le rôle d'interface qu'il peut avoir avec ce qui se passe sur la collectivité locale, ce qui se passe aussi en relais avec les préfectures, ce rôle-là opérationnel, finalement d'interface, il n'est pas rémunéré. C'est un gros sujet. Je pense que ce n'est pas un gros mot de dire que nos contrats de syndic ne sont pas assez rémunérés au niveau de la gestion courante. Et ça, c'est vraiment une difficulté, peut-être à la fois sur le recrutement, peut-être aussi à la fois sur la reconnaissance de notre métier. Et quand il y a une difficulté, comme il a un peu la tête dans le guidon, il va peut-être pas forcément, il faut qu'on balaye devant nos portes, il n'a pas forcément la nécessité de répondre à la collectivité ou de répondre à la préfecture, que sais-je. Et ça, c'est dommage, parce que ce rôle d'interface, s'il était un petit peu plus rémunéré, parce qu'il est fondamental, il serait peut-être un peu mieux articulé avec les politiques publiques que veulent mettre en place à la fois l'État et à la fois les collectivités publiques. Donc ce cercle de confiance, il est important. C'est pour ça qu'on insistait sur le fait d'avoir un endroit où on se concerte, à la fois quand ça va bien, et évidemment cet endroit, il va être une opportunité à la fois où ça va mal. Sur la rénovation énergétique, on s'était posé la question de dire, est-ce qu'il faut que ces travaux deviennent obligatoires ? Vraiment, on s'est posé cette question. La réponse au niveau de notre syndicat, ça a été de dire non. Il faut qu'on soit incitatif, il faut qu'on fasse connaître les aides, il faut qu'on fasse connaître les diagnostics, il faut qu'on exige que ces diagnostics passent, que ce soit à titre individuel et au niveau collectif. Mais comme il n'y avait pas le financement en face, à la fois les banques, à la fois des solutions de financement. MaPrimeRénov', c'est très bien, elle est compliquée. Alors, s'il vous plaît, simplifiez les aides sur ces primes à la fois individuelles et à la fois collectives. Je crois que mon accompagnateur Rénov' en copropriété, c'est souvent un peu la dernière roue du carrosse. On raisonne souvent individualité, logement, mais on ne raisonne pas forcément au niveau de l'habitat, des parties communes. C'est un petit peu ce qui fait défaut aujourd'hui. En tout cas, nous, on est pour cette rénovation, pour des raisons purement économiques et puis aussi purement écologiques.
Mais c'est compliqué, et le financement, pour nous, le reste à charge, c'est quelque chose de fondamental, et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu, dans un premier temps, être dans une obligation de travaux, et pourtant on pousse nos copropriétaires à le faire. Et le syndic professionnel, alors après il est contrôlé, il est syndiqué, tant mieux, il est quand même là dans ce rôle d'interface et de conseil sur le sujet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On a peut-être 2-3 petites questions de bon sens à se poser avant d'aller essayer de trouver les remèdes. On a un nombre existant aujourd'hui de copropriétés en difficulté, plus ou moins 180 000. Est-ce que l'on pourrait avoir une projection à 1 an de ce que l'augmentation de le coût de l'énergie va faire augmenter comme nombre de copropriétés qui vont elles-mêmes basculer dans la difficulté? Je pense que c'est important de savoir et d'avoir les chiffres sur les mois et les années très proches qui vont arriver. Et puis après, pour suivre ce que vient de dire Daniel, on a le coût de la rénovation énergétique qui, elle, est une nouvelle projection à rajouter dessus. Donc à la fois l'augmentation de l'énergie, l'augmentation avec la rénovation pour les propriétaires bailleurs sur les parties communes, plus la rénovation énergétique des immeubles en copropriété, il serait bon d'avoir des chiffres et d'avoir un sentiment plus qu'un ressenti au doigt mouillé pour être à peu près sûr et de se dire, voilà, on va avoir 200, 300, 400 000 copropriétés qui risquent de basculer dans la difficulté, la paupérisation. Le nerf de la guerre, c'est quand même le copropriétaire. Si le copropriétaire n'a pas les moyens et qu'on n'arrive pas à lui trouver les situations et qu'on le mette devant le fait accompli, c'est vrai que c'était plutôt incitatif que l'obligatoire. Je pense qu'on va au-devant d'un calendrier, comme le dit Loïc, intenable, que ce soit à la fois pour les parties communes, pour les propriétaires qui les fassent basculer dans l'indécence, et les parties communes. Je pense qu'un état des lieux et une projection rapide à la fois des conséquences de l'augmentation de l'énergie et de l'obligation des travaux de rénovation énergétique est important avant d'essayer de trouver les remèdes. Merci. Je donne la parole, bien sûr, à Madame la rapporteure. Merci. Merci, Madame la Présidente. Bon, je pense que le débat s'est engagé, malgré le ton assez comminatoire et je pense assez déplacé du début de cette audition, quand même, je tiens à le dire. Je pense que vous êtes auditionnés. Voilà, d'ailleurs, vous avez largement fait part de certains d'entre vous, Madame la Présidente, pas vous. Certains ont fait part, vous avez d'ailleurs largement pu développer, mais le ton comminatoire du début était assez désagréable sur le fait qu'il faille se justifier du pourquoi d'une commission d'enquête. Je tenais quand même à le poser comme ça, pour être clair. Et pour le coup, la suite du débat a bien montré qu'il y avait un intérêt à s'intéresser, voilà, que c'était un sujet, un enjeu particulier dont il fallait prendre à bras le corps. Moi, je revenais sur la question de formation du syndic qui a été abordée, puisque manifestement les questions de repérage et de redressement, alors je ne sais pas depuis combien de temps ces formations sont mises en place, mais il y a besoin, est-ce que c'est de manière de formation continue ou est-ce qu'à un moment donné, vous avez ressenti, vous, le besoin, les syndics, de mettre en place de telles formations, puisqu'il y avait un décalage justement entre une gestion courante et une situation de difficultés croissantes et qui parfois s'enquistaient. Donc c'était ma première question. Moi, je pense que sur la question du cercle de confiance avec les collectivités, les pouvoirs publics, une confiance, ça se gagne et ça s'entretient. Voilà. Est-ce que vous avez des expériences aujourd'hui qui montrent l'intérêt qu'il y a à travailler, un intérêt réciproque? Est-ce qu'au contraire, il y a des obstacles? Vous avez, notamment, vous en avez précisé un sur la question en tout cas de la rémunération aussi de ce temps passé. Moi, j'ai voilà, ça c'était des demandes de précision, et j'ai deux petites questions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de concentration des syndics ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment, c'était une question. Est-ce que donc je voulais savoir si c'était un phénomène ou pas, et si ça l'est, est-ce qu'il y a des avantages ou des limites à cette concentration? Et enfin, le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale, a annoncé qu'il souhaitait déverrouiller certaines professions comme les syndics. Donc, voilà, donc je ne sais pas si vous... Bon, d'accord, nous non plus. Voilà, vous l'aurez peut-être avant nous. Ouais, mais il l'a dit quand même. Bon.
Il l'a dit. Donc oui, donc vous n'avez pas plus d'explications de texte comme nous, mais comme... Alors ce serait, plutôt sur la... En même temps, je pense que vous avez donné quelques éléments de, je dirais, de simplification déjà qui pourraient résonner avec ce qu'entend... ce qu'on pense, ce que viserait le Premier ministre, mais on ne va pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. En tout cas, voilà, moi, c'est la question de la formation, de ce cercle de confiance, de travail avec les collectivités, puis ce phénomène de concentration, est-ce qu'en effet, il y a lieu? Et puis, s'il n'y a pas de sujet sur la déclaration de Monsieur le Premier ministre, ça ne me pose pas de problème. Je vais peut-être répondre sur la partie formation, je vous laisserai ensuite parler des différents points. Pardon, excusez-moi. Non, là, Madame la rapporteure pose ses questions, on y répond et ensuite je te... Oui, comme on le fait toujours, et puis tu seras bien sûr la bienvenue pour poser tes questions. Je vous en prie. Donc, Monsieur Safran. Voilà, je voudrais simplement vous me demander si on a repéré les difficultés et les formations. Qu'à l'ISR, on a commencé à se poser les questions en 2013. On a effectivement créé l'association en 2015. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, on ne pouvait pas gérer des copropriétés dégradées ou fragiles comme on gérait une copropriété normale. Je le dis ça entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas la même formation, pas le même suivi, pas la même analyse. Et on a donc mis en place un groupe de syndics de différents horizons, ensemble, ce référentiel qu'à l'ISR. On était à l'origine, oui. La question, elle s'est faite avec les opérateurs en même temps, avec l'USH en même temps. C'est-à-dire, il ne faut pas croire qu'on n'était que des syndics professionnels. L'ANA n'était peut-être pas là toujours, mais les opérateurs étaient là. Solia, Urbanis, Citémétrie étaient là. Le gouvernement, à un moment, nous a accompagnés sur des compréhensions de ce que l'on faisait, en nous demandant effectivement de se rapprocher de l'ANA, ce qu'on a fait. On a signé une convention avec l'ANA, de la même façon. Mais aujourd'hui, sachez que ce référentiel, c'est plus de 232 points. C'est beaucoup de choses. Et bien évidemment, on forme les syndics depuis 2015 à comprendre ces mécanismes et à avancer sur ces points. Que ce soit tant l'UNIS, la FNAIM ou le SNPI, on est sur des formations en complément. La formation continue, elle est obligatoire, elle est aujourd'hui en cours. Vous avez à vous former sur de nombreuses choses. Sachez qu'avec le nombre de lois et de décrets et d'arrêtés qui sortent tous les ans, c'est du non-stop. Et pour gérer ces copropriétés-là, c'est encore plus difficile. Vous dire qu'il faut un cercle de confiance, aucun doute. Dans ce que l'on a mis en place, dans les immeubles dans lesquels on a réussi à les sortir de l'ornière, oui, c'est grâce à ça. C'est grâce à ces organisations. Vous dire que j'ai eu certaines ASL et syndicats de copropriété en redressement judiciaire, même si ça n'existait pas, ça a été le cas. On a eu certains ensembles immobiliers dans lesquels, effectivement, on était en redressement, on avait eu des problèmes, on a mis un plan et une sortie de plan, on l'a sorti en 9 ans. Et effectivement, ce jour-là, j'étais commissaire à l'exécution du plan parce que le magistrat m'avait désigné et j'ai eu pour la première fois les félicitations du magistrat. Pourquoi? Parce que c'était la seule qui sortait globalement grâce à un plan de redressement sur 10 ans. Et on a fini en 9 ans ou 9 ans et demi, ce qui était extraordinaire. Oui, on a besoin de ce cercle de confiance. Oui, on a besoin d'avancer tous ensemble et de former plus de monde. Pas de doute là-dessus. Je vais laisser les autres confrères répondre. Qui souhaitait prendre la parole. Juste rapidement, je voulais dire sur le fameux déverrouillage. Sur le timing pour tous. Ouais, je pense 2 aussi minutes. que vous avez peut-être des obligations. Sur Merci. le fameux déverrouillage, on ne serait pas sur la loi Hoguet, mais plutôt sur la mise en concurrence entre syndics et la possibilité de changer de syndic plus facilement. Là-dessus, on a déjà échangé avec, personnellement, j'ai échangé avec le député Marc Ferracci, et on est vraiment là-dessus. On a tenté de lui démontrer que le jeu de la mise en concurrence était déjà très ouvert. C'est déjà très facile de changer de syndic. Certains changent même de syndic tous les 24 mois. On en a parlé tout à l'heure. Donc c'est un faux problème. Le mot en lui-même est assez malvenu, c'est clair. Encore une fois, on vise les syndics, surtout dans un contexte de discours de politique générale, mais en tout cas on serait sur plus la mise en concurrence et pas l'accès à la profession, puisque l'accès à la profession est déjà assez facile. Pour avoir la carte professionnelle syndic dans la loi Hoguet, il faut 4 conditions: avoir un BTS profession immobilière ou un bac+3, facile, une caisse de garantie, c'est peut-être ça le plus difficile, mais encore heureux puisqu'on manie les fonds, une assurance responsabilité civile professionnelle comme dans n'importe quelle activité professionnelle, et un casier judiciaire vierge. Donc c'est déjà très facile. Donc on n'était pas sur l'accès à la profession, mais plutôt comment changer de syndic plus facilement. Mais bon, un syndic, ça reste un mandataire, et une copropriété, ça reste une assemblée générale avec un processus démocratique, des votes et une majorité.
Donc on ne change pas de syndic en 2 clics. C'est ça que je voulais vous dire. Sur la formation, rapidement, la formation initiale, j'ai évoqué le problème de la pénurie, les jeunes qui se détournent de ce métier. Dans les écoles de formation immobilière, selon certains chiffres, on a peut-être 3 ou 4% des jeunes qui s'orientent vers la copropriété d'habitation, pur et dur, alors que c'est 1/3 des logements des Français. Donc on a un besoin gigantesque de gestionnaires de copropriété et de comptables, les deux. Et aujourd'hui, il y a une formation initiale qui est peut-être un petit peu lacunaire. Alors, il faudrait peut-être pousser là-dessus. On travaille avec des universités comme Toulouse, où on a créé l'université Toulouse Capitole, université publique, où on a créé une licence et un master juriste copropriété, donc dédié à 100% au métier de syndic. Il faudrait dupliquer ces cursus de formation initiale dans d'autres universités publiques, pour amener plus de jeunes sur le marché du syndic. Et dernier mot sur la formation, on attend toujours depuis 10 ans la parution d'un décret d'application de la loi Allure qui n'est jamais sorti. C'est l'article 4 de la loi Hoguet. Ce décret n'est jamais sorti. Ce décret, c'est quoi? C'est les compétences du collaborateur pour l'attribution, la première fois, de la carte de collaborateur. Voilà. Donc il y a des propositions qui ont été faites, il y a des démarches, des actions là, qui sont en cours, mais c'est pas normal au bout de 10 ans de ne pas avoir ce décret sur la formation initiale des collaborateurs. Les collaborateurs, c'est les gestionnaires en fait, qui tiennent les assemblées générales à la place du syndic, qui font les réunions de chantier, qui montent les précollectifs, qui font tout comme le syndic. Ces personnes-là peuvent avoir la carte finalement sans aucune compétence aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de décret. Merci beaucoup. Audrey Linkenheld. Merci Madame la Présidente. Pardon pour mon impatience. Audrey Linkenheld, donc je suis sénatrice du Nord depuis quelques mois et j'étais il y a 10 ans de cela rapporteure de la loi Allure à l'Assemblée nationale. Certains s'en souviennent. Et moi aussi, tout ça me rappelle quelques souvenirs et je dois dire qu'il y a des choses qui n'ont pas changé. Et finalement, je le trouve assez dommage et je vois qu'en effet, on a encore besoin d'améliorer la confiance entre nous. Même après 10 ans, les débats autour de la loi Allure n'ont pas toujours été simples, mais ils n'ont, en tout cas, me semble-t-il, ni du point de vue du gouvernement, ni du point de vue des rapports que nous étions avec Daniel Goldberg, et c'était pareil pour le Sénat, ils n'ont jamais eu pour objectif de viser une profession en particulier, mais au contraire d'essayer d'améliorer ce qui devait l'être. Et on l'a fait aussi avec le soutien des professionnels que vous êtes, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire pour un professionnel que de fréquenter des gens qui ne sont pas des vrais professionnels. C'est pareil pour les hommes et les femmes politiques. On n'aime pas trop non plus être mis dans le même sac que certains dont nous ne partageons pas les pratiques. Donc je veux le dire ici, et encore une fois, cela a été dit par la présidente et par la rapporteure, mais cette commission d'enquête, elle a un objet propre qui est d'examiner la paupérisation des copropriétés et des copropriétaires. Elle n'a pas pour objet d'aller regarder, d'enquêter sur les pratiques des syndics de copro que vous êtes. Donc l'idée, c'est plutôt d'essayer de regarder ensemble ce qui, au-delà des textes qui ont pu être adoptés à Allure, Élan et encore le dernier en cours d'adoption, ce qui pourrait éventuellement encore être fait, alors au plan législatif ou réglementaire ou ailleurs, mais pour essayer de lutter contre cette paupérisation dont vous avez dit vous-même qu'elle avait des causes multiples. Moi, du coup, ma question, elle est, puisque vous avez fait à plusieurs occasions référence à ce qui n'a pas été fait de ce qui est dans la loi Allure, elle porte un peu plus spécifiquement là-dessus. Donc j'ai déjà noté la concertation bisannuelle, l'article 4, et puis dans l'audition d'avant, on nous a indiqué 2-3 autres choses qui n'avaient pas non plus été faites. Mais puisque la loi Allure a essayé d'aller progressivement finalement sur un certain nombre de modifications, notamment en regardant la taille des lots
pour ne pas imposer à chaque copro ou à chaque syndic de copro les mêmes choses, parce qu'en effet, 20 lots, c'est pas 50, c'est pas 100 et c'est pas non plus 2, et qu'on voit bien quand même que ce qui nous manque en matière de lutte contre la paupérisation des copropriétés ou des copropriétaires, c'est justement probablement des outils pour les plus petites copros. Est-ce que vous pourriez, au-delà ou en plus de ce que vous nous avez dit sur les syndics bénévoles, nous apporter quelques indications ou préconisations là-dessus? Vous avez dit vous-même que les syndics professionnels ne sont pas tous allés sur les petits lots. Je crois voilà, on le sait, pour des raisons de rentabilité évidentes, et que les syndics bénévoles peuvent parfaitement suffire quand tout va bien, mais quand ça commence à aller moins bien, ça pose problème. Comment on pourrait finalement résoudre cette équation complexe de votre point de vue, et avec le recul du coup que vous avez de 10 ans d'évolution en la matière, et en espérant encore une fois que cette question, ou en tout cas que votre réponse part du principe qu'on se fait confiance, que ce n'est pas le devoir d'inventaire des collectivités d'un côté versus le registre d'immatriculation des copros de l'autre, et que c'est bien tous les outils ensemble qui peuvent nous permettre à un moment donné de lutter contre un phénomène dont on peut aller chercher les responsables, chez les copropriétaires eux-mêmes, chez les syndics, chez les collectivités, chez je ne sais pas qui. Mais en attendant, le problème, il est là. Donc je crois que nous, notre sujet, ce n'est pas tellement d'aller chercher les responsables, mais d'essayer de voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter aujourd'hui à un phénomène qui est réel. Merci beaucoup, Audrey. Je vous propose de terminer sur cette dernière question. Je vois l'heure tourner encore une fois. Merci. Moi, je vais intervenir comme... Je voulais vous présenter peut-être. Oui, Alain Papadopoulos, secrétaire général de CalISR. Très bien, merci. Je voudrais insister sur un point qui est le modèle économique du syndic. Et dans les petites copropriétés, ce modèle économique est particulièrement contraint, si vous voulez. Gérer des copropriétés qui sont saines, je dirais, un syndic bénévole peut le faire, aider. Il y a des associations de copropriétaires aujourd'hui qui fournissent des outils, il y a même des prestataires aussi, du type Matera, qui fournissent des outils. Il n'y a pas trop de problème. Le problème, c'est lorsqu'une copropriété est déjà paupérisée, qu'elle est en cours de dégradation. Et alors, c'est également le cas pour toute la gamme de toutes les copropriétés. Le syndic, dans ce cas-là, est face à une charge de travail qui est sans commune mesure avec ce que peuvent supporter les copropriétaires. Donc, il y a besoin, à ce moment-là, d'une intervention publique. Sans cette intervention publique, et une intervention publique la plus précoce possible, parce que cette dégradation va s'amplifier et ça sera de plus en plus cher pour redresser, et peut-être qu'au final, la copropriété sera même plus sauvable et qu'il faudra la recycler. Donc c'est toute la difficulté, je dirais, dans le parc des copropriétés qui sont en cours de fragilisation, c'est d'intervenir le plus en amont possible de la dégradation et d'aider les copropriétés à supporter une charge de syndic beaucoup plus importante que voilà. On est dans des conditions économiques qui ne sont pas les conditions économiques normales, qui sont celles du marché. Et c'est là où le bas blesse, si vous voulez, c'est que les dispositifs publics dans lesquels on peut mobiliser des aides sont imparfaits, ils interviennent trop tard, les aides à la gestion sont distribuées d'une manière... Alors il y a d'abord un malentendu sur les aides à la gestion, c'est que on entend dire, et d'ailleurs c'est écrit dans les circulaires, qu'elles ne sont pas censées couvrir la gestion courante. Bon, mais le problème, justement, c'est la volumétrie de la gestion courante qu'il y a dans une copropriété. Ça a été dit par mon président. Donc, ce problème alors, elles sont en plus distribuées d'une manière un petit peu aléatoire, etc., tardivement.
il y a besoin, en fait, d'encourager les syndics à aller sur ces copropriétés. La profession est présente sur tous les territoires. Elle est volontaire. Le fait que nous ayons 80 membres et que nous ayons 50, 60 syndics qui se déclarent volontaires pour aller sur les copropriétés en difficulté est en soi déjà une réussite dans les conditions précaires, je dirais, dans lesquelles ça se passe. La certification CalISR est là pour sécuriser les aides. Il faut effectivement aider ces syndics, mais évidemment, il ne s'agit pas de donner des aides à n'importe qui. Et le référentiel de CalISR est la seule aujourd'hui norme méthodologique de gestion d'une copropriété fragile ou en difficulté, à la fois pour la prévention de la dégradation et pour le traitement de cette dégradation et pour l'insertion du syndic dans les dispositifs publics, parce que ça ne s'invente pas. Et donc, c'est la certification qui sanctionne, je dirais, la maîtrise de cette norme méthodologique et la meilleure garantie pour sécuriser ces aides. Mais il faut absolument que le modèle économique des syndics soit soutenu. Sinon, on n'aura pas suffisamment de syndics pour aller sur ces copropriétés. Sur les petites, c'est clair, personne n'y va, mais même sur les grosses, si vous voulez, hein, c'est le problème. On a un problème de recrutement aujourd'hui de syndics volontaires pour aller sur ces copropriétés. Une petite minute, Madame la Présidente. Je vous laisse conclure pour chacun, si vous voulez bien. Oui, désolée, mais qui très rapidement sur. Merci beaucoup. D'abord, il faut peut-être quand un copropriétaire, un candidat à la copropriété achète, il faut vraiment qu'on lui explique. Voilà. Dans le questionnaire syndic, il y a un certain nombre d'informations, mais je crois que là, il y a un effort à faire, y compris des syndics professionnels, pour expliquer. Voilà, on ne peut pas tout enjoliver, on doit dire ce qui se passe, qu'est-ce qui n'a pas été voté, etc. Donc ça, c'est important, ce rôle, parce que du coup, la personne qui achète, elle s'engage à acheter, et derrière, il y a des conséquences à l'achat, évidemment, même si elle a besoin de se loger, c'est pas le sujet. Je crois que il y a beaucoup quand les communes mettent en place un référent, un collaborateur des communes qui a un contact direct, de confiance avec le gestionnaire, c'est important. Les communes font aussi, c'est ce que nous faisons à notre niveau, mais les communes font aussi des informations, l'accueil des nouveaux copropriétaires, de la formation au niveau copropriétaire. Moi, je crois beaucoup à ça parce que je vous dis, plus on se comprend, il comprend la réglementation, plus on va prendre la bonne décision à un moment donné. Et évidemment, on va conserver et on aura moins de raisons d'être en dégradation de la copropriété. Et puis peut-être, déjà, il faut que les syndics parlent aux préfets, parlent aux collectivités. Ce n'est pas le cas partout. Donc nous, on a un travail de pédagogie au niveau de nos syndicats. Et puis sur la rénovation énergétique, puisqu'on a des petites copropriétés, essayez, je n'ai pas la solution, mais essayez de raisonner à un échelon de quartier plutôt qu'à un échelon d'un bâtiment. Merci beaucoup. Monsieur le Président. C'était juste pour répondre à la question de la rapporteure sur la concentration des syndics. Nous avons tous dans nos organisations de gros groupes, mais au SNPI, par exemple, il y a 1600 ou 1700 professionnels qui exercent une activité de syndic. On peut dire qu'il y a effectivement des gros et une multitude de professionnels qui exercent également ce métier. Et pas le sentiment de regroupement, en tout cas de phénomène de regroupement, c'est la question. Il y a de moins en moins. C'est beaucoup plus calme, tout à fait. Et puis, vous savez, même un groupe qui prend une copropriété, le petit peut la prendre. Il y a des vases communicants. Donc, je te prends une copropriété, tu la perds. Enfin, il n'y a pas d'enjeu. Très bien, merci. Oui, merci. Non, je voulais simplement dire, des actions pour la formation aux futurs syndics de copropriété, il y en a, simplement manque de vocation. Je voudrais quand même dire de façon générale, 800 000 immeubles en copropriété en France que l'on estime, nous, et non les 580 000 qui figurent sur le registre des copropriétés, mais somme toute autour de 12 millions de copropriétaires. Quand on regarde le patrimoine français, on peut se dire que le patrimoine est quand même relativement bien entretenu.
Tous les jours, quand vous passez dans une rue, rappelez-vous que vous avez des immeubles en copropriété et les syndics font leur boulot. Les syndics font leur travail, mais simplement c'est une profession qui est mal connue, qui est méconnue et qui est mal aimée. Il faut revaloriser notre image de marque. Il faut le faire ensemble parce que c'est un métier absolument indispensable et nécessaire. On a toutes les compétences requises pour le faire. On nous demande à la fois d'être technicien, d'être comptable, d'être juriste, d'être psychologue, animateur et parfois avec beaucoup de difficultés. Animer une assemblée générale de copropriété, c'est très compliqué, c'est un métier qui est dur. Malheureusement, je dirais le législateur, les médias, le monde politique en général, c'est souvent désintéressé de notre sphère d'intervention. Je le vois, moi, dans ma ville, j'ai longtemps animé des salons de la copropriété. J'invitais tous les députés, les sénateurs, les maires, les journalistes. On le faisait tous les 2 ans, personne ne se présentait. Alors je crois qu'il y a aussi un problème aussi dans l'accompagnement de ce secteur. C'est un secteur juridique qui est techniquement complexe. Il faut nous aider à revaloriser notre image de marque, et notamment parce que le syndic est un professionnel qui fait vivre la copropriété. Et je dirais aussi chargé d'exécuter les politiques publiques. Merci. Et là, je clôt, si vous voulez bien, cette audition en disant quand même 2 choses. 1, je n'aime pas les généralités. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. C'est toujours intéressant de se poser la question de savoir peut-être pourquoi certains ne viennent pas aussi vers vous, comme certains ne vont pas vers... Donc voilà, c'est exactement, je trouve, votre logique très, très saine et très juste, parce qu'on a tous notre part, une part de responsabilité dans tout ça. Et puis terminer par dire, oui, autre chose, comme quoi il y avait quand même pas mal de choses à dire sur ce sujet de paupérisation des copropriétés. C'est un sujet qui est inépuisable et sur lequel on a un vrai travail, en tout cas engagé, et qu'on poursuivra. Une dernière info, le travail, cette commission d'enquête va aboutir sur la production d'un rapport. Alors, est-ce que ça prendra la forme après d'une proposition de loi, etc. À ce stade, nous ne sommes pas du tout dans cette réflexion-là, puisque nous sommes vraiment en cours de commission d'enquête, et donc qui sera présenté avant le 31 juillet de cette année. Encore merci de votre présence. Merci à vous.